Personne ne remarqua lorsque Joyce Sebug-Guawo tomba à genoux. L'étage exécutif était silencieux, entouré de verre et de lumière nocturne. Ses mains tremblaient tandis qu'elle suppliait à voix basse, désespérément, que cela s'arrête. Pas demain, pas un jour, ce soir, juste une fois. Nathaniel Coffey n'éleva pas la voix. Il ne la toucha pas. Il se contenta de regarder au-delà d'elle comme si elle faisait partie du mobilier, puis tourna la clé dans la porte, comme il l'avait fait chaque nuit auparavant. À l'extérieur, la ville de Campella dormait. À l'intérieur, une femme impuissante était piégée dans un rituel qu'elle ne comprenait pas, imposé non par la violence, mais par l'autorité. Personne n'entendit son cri. Personne ne demanda pourquoi le PDG milliardaire avait besoin d'elle là après la tombée de la nuit. Et personne ne savait ce qui finirait par se briser lorsqu'elle ne pourrait plus supporter une nuit de plus. Avant de continuer, dis-nous depuis quel pays tu regardes et quelle heure il est chez toi en ce moment. Si les histoires de justice, de guérison et de vérité cachée comptent pour toi, appuie doucement sur « s'abonner » et reste avec nous. Joyce Sebug-Guawo avait appris très tôt dans la vie à se faire toute petite. Elle a grandi à la périphérie de Kampala, dans un quartier surpeuplé où les toits en tôle résonnaient bruyamment sous la pluie et où l'intimité était un luxe que personne ne pouvait se permettre. Les pièces étaient toujours trop peu nombreuses. L'argent n'était jamais suffisant. Ses premiers souvenirs n'étaient pas faits de jouets ou de livres scolaires, mais des mains fatiguées de sa mère et de la manière méticuleuse dont son père comptait les pièces le soir, murmurant les chiffres comme si parler trop fort pouvait les faire disparaître. Sa mère, Mariam Sabugwo, vendait des légumes dans un étal au bord de la route. Elle se levait avant le lever du soleil chaque jour, serrait son foulard autour de sa tête, embrassait le front de Joyce avant de partir. Joyce la regardait s'éloigner, le panier en équilibre sur la tête, les épaules déjà alourdies par le poids de la survie. Quand Mariam tomba malade, cela arriva silencieusement. Pas d'effondrement spectaculaire, pas d'avertissement, juste une toux qui ne disparaissait pas. Une faiblesse qui empirait chaque semaine, puis finalement une facture d'hôpital que la famille ne pouvait pas payer. Joyce avait 16 ans lorsque sa mère mourut. Il n'y eut pas de temps pour un long deuil. Son père, Joseph, se brisa d'une manière que Joyce n'avait jamais vue auparavant. Il ne pleura pas bruyamment, ne cria pas. Il cessa simplement de parler presque complètement. Quelques mois plus tard, un AVC le laissa partiellement paralysé. Le côté droit affaibli, la parole lente et incertaine. Du jour au lendemain, Joyce devint le pilier du foyer, même si personne ne l'appela jamais ainsi. Elle quitta l'école sans cérémonie. Ses enseignants dirent qu'ils comprenaient. Mais la compréhension ne payait pas le loyer. Elle travailla partout où elle le pouvait, laver le linge des voisins, nettoyer de petites boutiques, porter de l'eau, faire des courses. Beaucoup la payaient en retard. Certains ne la payaient pas du tout. Quelques hommes prirent son silence pour une permission et dirent des choses qui lui donnaient la chair de poule. Joyce apprit à baisser les yeux, à parler doucement, à se déplacer vite. C'était plus sûr ainsi. À 26 ans, l'épuisement vivait dans ses os. Lorsqu'elle entendit parler du poste chez Cofiadu Global Holdings, cela lui sembla irréel. Le siège de verre de l'entreprise dominait la ville, brillant même en plein jour, un symbole de richesse qu'elle n'avait jusque-là vu que de loin. Elle avait entendu le nom de Nathaniel Coffey dû prononcer avec un mélange d'admiration et de crainte. Un milliardaire autodidacte, né au Ghana, impitoyable en affaires, invisible dans sa vie privée. Joyce ne postula pas parce qu'elle croyait au miracle. Elle postula parce que le salaire était stable, le contrat légal, et les avantages comprenaient une couverture médicale, chose dont son père avait désespérément besoin. L'entretien fut bref. La femme qui lui parla, Madame Béatrice Noy, leva à peine les yeux de sa tablette. « Expérience en nettoyage ? » ?»« Oui, madame, répondit Joyce. »« Travail de nuit possible. » Joyce hésita une demi-seconde, puis hocha la tête. « Oui. » Ce hochement de tête allait tout changer. Les premières semaines furent sans histoire. Joyce nettoyait des bureaux, des salles de conférence, des couloirs qui sentaient faiblement le produit d'entretien et l'argent. Elle gardait la tête baissée, suivait les instructions à la lettre et se rendait invisible. Cela avait toujours été sa force. Personne ne se plaignait. Personne ne la remarquait. Dans un endroit comme celui-là, l'invisibilité ressemblait à une forme de sécurité. Elle n'avait jamais rencontré le PDG en personne.
Nathaniel Coffey Adu n'existait pour elle qu'à travers des conversations chuchotées et des photos dans les magazines économiques. On disait qu'il travaillait tard, qu'il dormait à peine, qu'il ne tolérait aucune erreur. Puis, un soir, tout bascula. Madame Noix arrêta Joyce alors qu'elle pointait pour partir. « Vous restez ce soir » dit-elle platement. Joyce cligna des yeux. « Ce soir, madame ?»« Oui. » Étage exécutif. Joyce sentit une légère oppression dans sa poitrine. « Y a-t-il une raison ?» Madame Noix la regarda enfin. Son expression n'était pas cruelle, mais elle n'était pas aimable non plus. « Monsieur Adu exige qu'une personne soit présente. Ne posez pas de questions. Faites simplement votre travail. » Joyce voulut demander ce que « présente » signifiait. Elle voulut demander pourquoi ce devait être elle. Mais des années d'expérience lui avaient appris que les questions étaient dangereuses. Cette nuit-là, elle resta. Puis elle resta encore. Le schéma se forma rapidement. Joyce terminait ses tâches habituelles, puis on lui demandait de rester à l'étage exécutif après la tombée de la nuit. On ne lui demandait pas de nettoyer, ni d'apporter du café, ni de faire quoi que ce soit de précis. On lui disait simplement d'être là. Au début, elle pensa que c'était temporaire. Un projet spécial. Un problème de sécurité. Mais les jours devinrent des semaines, et les nuits ne cessèrent pas. Son corps en paya le prix. Le sommeil devint morcelé. Elle mangeait de façon irrégulière. Son père remarqua les cernes sous ses yeux. « Tu travailles trop » dit-il un matin, la voix pâteuse mais inquiète. « C'est temporaire » mentit Joyce doucement. La vérité, c'est qu'elle avait trop besoin de ce travail pour le remettre en question. Les médicaments de son père à eux seuls engloutissaient la majeure partie de son salaire. Sans cela, elle ne savait pas ce qu'il ferait. Pourtant, quelque chose dans ces nuits la troublait profondément. L'étage exécutif semblait différent après la tombée de la nuit. Les lumières plus faibles. Le silence plus lourd. Joyce avait l'impression d'être observée même lorsqu'elle était seule. Et puis il y avait Nathaniel Coffey Adu lui-même, apparaissant sans prévenir, se déplaçant avec une autorité silencieuse. Il n'élevait jamais la voix. Ne la touchait jamais. Ne la menaçait jamais ouvertement. D'une certaine manière, cela rendait les choses pires. Il lui disait simplement de rester. De s'asseoir. De demeurer là. Joyce ne comprenait pas encore pourquoi, mais elle savait avec une certitude grandissante que quoi que ce fût, ce n'était ni normal, ni inoffensif. Chaque nuit passée dans ce vaste bureau silencieux, Joyce sentait quelque chose en elle s'éroder. Pas sa force. Pas sa dignité. Son sentiment de sécurité. Elle se disait de tenir encore un peu. Juste jusqu'à ce que son père aille mieux. Juste jusqu'à ce qu'elle trouve autre chose. Elle ne savait pas encore que l'endurance poussée trop loin devient une forme de violence, et que les nuits ne faisaient que commencer. Nathaniel Coffey Adu n'était pas un homme dont on parlait à la légère. Dans les salles de conseil à travers l'Afrique et au-delà, son nom avait du poids, prononcé avec précaution, souvent suivi de silence. On le connaissait comme un stratège. Un bâtisseur. Un homme capable de démanteler des entreprises en faillite et de les reconstruire en puissance mondiale. Les journaux le qualifiaient de discipliné. Ses rivaux le disaient dangereux. Ses employés le trouvaient distant mais jamais en face. Très peu de gens le qualifiaient d'humain. Il était arrivé à Kala seulement 3 ans plus tôt, transférant le siège régional de Coffey Adu Global Holdings depuis Accra. Ce simple déménagement avait remodelé des quartiers entiers de la ville. Les prix de l'immobilier avaient grimpé. De petites entreprises avaient fermé ou été absorbées. Des politiciens sollicitaient des rendez-vous. Des pasteurs priaient publiquement pour obtenir sa faveur. Nathaniel n'acceptait rien de tout cela avec une émotion visible. Il vivait seul dans un appartement en hauteur surplombant le lac Victoria. On ne voyait jamais d'épouse. Aucun enfant n'était photographié. Aucun scandale personnel ne fuyait. Pour un homme de son rang, sa vie privée était une porte verrouillée. Au sein de l'entreprise, il gardait ses distances. Il n'assistait pas aux fêtes du personnel. Il ne s'attardait pas dans les couloirs. Les réunions commençaient à l'heure et se terminaient net. Ceux qui travaillaient directement sous ses ordres apprenaient vite que la compétence était exigée. Les excuses ne l'étaient pas. Pourtant, certaines choses étaient remarquées. Nathaniel quittait presque jamais le bâtiment avant l'aube.
Les registres de sécurité montraient qu'il arrivait en fin d'après-midi et restait toute la nuit. Les lumières de l'étage exécutif brûlaient bien après que le reste du bâtiment soit plongé dans l'obscurité. Les agents de sécurité étaient souvent remplacés. Les assistants restaient rarement plus de quelques mois. Personne ne disait jamais pourquoi. Les gens spéculaient à voix basse. Insomnie, suggéraient certains. Habitude de travail obsessionnelle. D'autres murmuraient des théories plus sombres. Affaires illégales, réunions secrètes, vices cachés. Mais ces suppositions restaient hors des espaces officiels. Dans une entreprise comme celle-là, la curiosité était un danger. Joyce Sebug-Gwawo ne connaissait tout cela que par fragments, des bribes entendues dans les salles de pause ou murmurées dans les ascenseurs. Elle ne recherchait pas les ragots. Les ragots n'aidaient pas des gens comme elle. Pourtant, elle sentait la tension chaque fois que son nom était prononcé. La première fois que Joyce vit Nathaniel Coffey à de près, ce ne fut pas lors d'une confrontation dramatique. Ce fut un bref moment troublant dans un couloir. Elle lavait le sol en marbre lorsqu'il sortit de son bureau sans prévenir. Grand, posé, vêtu d'un costume sombre qui semblait hors du temps. Il ne regarda pas son visage. Son regard passa sur elle comme si elle faisait partie du bâtiment. « Restez ce soir », dit-il d'une voix calme, presque détachée. Joyce se figea. « Monsieur, Madame Noix vous expliquera », répondit-il déjà en s'éloignant. C'était tout. Pas de menace. Pas d'explication. Juste une attente. Madame Béatrix Noix n'expliqua pas grand-chose. « C'est temporaire, dit-elle, les bras croisés. Le PDG exige de la continuité. » Continuité de quoi? Demanda Joyce doucement. Les lèvres de Madame Noix se crispèrent. Vous êtes payé pour travailler, pas pour comprendre. Le message était clair. À partir de cette nuit-là, l'emploi du temps de Joyce changea sans avis officiel. Elle fut affectée plus souvent à l'étage exécutif. Toujours le soir. Toujours seule. Elle remarqua qu'elle n'était pas la première. Avant elle, il y avait eu d'autres personnes. Des visages qu'elle se souvenait vaguement. Une jeune femme d'Antibes qui cessa de venir après 2 semaines. Un homme transféré soudainement dans un autre service. Une femme de ménage qui démissionna sans explication. Personne n'en parlait directement. Mais leur absence persistait. Un soir, alors que Joyce essuyait une table en verre, un agent de sécurité nommé Peter resta près de la porte plus longtemps que nécessaire. « Tu devrais faire attention », dit-il doucement, sans la regarder. Joyce s'arrêta. « À quoi ?» Peter hésita, puis secoua la tête. « Rien. Prends juste soin de toi. » Il s'éloigna avant qu'elle ne puisse demander davantage. Cette nuit-là, Nathaniel apparut plus tard que d'habitude. Il retira sa veste, la posa lentement sur une chaise, et s'assit en face de Joyce, de l'autre côté de la pièce. La distance entre eux était délibérée. Mesurée. « Assieds-toi, » dit-il. Joyce s'assit. Les minutes passèrent. Puis 1 heure. Le silence pressait contre ses oreilles. Elle entendait sa propre respiration, le léger bourdonnement de l'électricité dans les murs, les bruits lointains de la circulation bien en dessous. Elle attendait des instructions qui ne venaient jamais. À un moment, elle bougea légèrement sur sa chaise. Le regard de Nathaniel se leva instantanément. « Ne bouge pas », dit-il, sans dureté, mais fermement. Le cœur de Joyce battait à tout rompre. « Monsieur, ai-je besoin de faire quelque chose ?» Il l'étudia un instant, la regarda vraiment cette fois. Ses yeux étaient sombres, alertes, scrutateurs, puis son regard se détourna de nouveau. « Reste simplement là, » répondit-il. C'était tout. Joyce ne savait pas ce qui l'effrayait le plus, qu'il fasse quelque chose de terrible, ou qu'il semble ne rien faire du tout. Quand la nuit se termina enfin et qu'il la congédia peu avant l'aube, Joyce rentra chez elle en titubant, épuisée et bouleversée. Son père lui demanda pourquoi elle avait l'air si pâle. Elle lui dit qu'elle était simplement fatiguée. À l'intérieur, les questions tourbillonnaient. Pourquoi elle? Pourquoi la nuit? Pourquoi le silence? Les jours passèrent. Le schéma continua. Joyce remarqua aussi d'autres choses. Nathaniel sursautait légèrement lorsque les lumières s'éteignaient. Il gardait la pièce éclairée en permanence, même lorsque l'aube filtrait par les fenêtres. Il vérifiait les serrures à plusieurs reprises. Il ne permettait jamais l'obscurité totale. Une fois, lorsqu'une fluctuation électrique fit vaciller les lumières, il se leva brusquement,
respirant difficilement, son masque de calme se fissurant une fraction de seconde. « Reste là où tu es, dit-il sèchement. Joyce obéit, la peur lui remontant le long de la colonne vertébrale. Elle commença à comprendre que ce qui contrôlait ses nuits n'était pas seulement de la cruauté. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose de brisé. Mais comprendre ne rendait pas les choses plus faciles. Le corps de Joyce la faisait souffrir en permanence. Ses mains tremblaient par manque de sommeil. Elle commença à faire de petites erreurs, oublier des tâches, manquer des endroits en nettoyant. Madame Noix le remarqua immédiatement. « Reprends-toi, l'avertit-elle. Tu as de la chance d'être ici. » Joyce hocha la tête, avalant les mots qu'elle voulait dire. Elle avait de la chance. C'était le mensonge que tout le monde attendait d'elle qu'elle accepte. Un soir, alors qu'elle attendait une nouvelle fois à l'étage exécutif, Joyce sentit une détermination silencieuse se former sous sa peur. Elle ne pouvait pas encore la nommer. Ce n'était pas vraiment du courage, pas entièrement, mais c'était le début d'une limite intérieure, une ligne qu'elle n'avait jamais osé tracer auparavant. Elle pouvait supporter beaucoup de choses, la pauvreté, la perte, l'épuisement, mais être utilisée sans explication, sans consentement, sans dignité, c'était autre chose. Et Nathaniel Kofi Adu, malgré tout son pouvoir et son silence, allait apprendre que même les personnes les plus invisibles ont des limites. La 4e nuit fut plus lourde que les 3 premières réunies. Joyce Sébugu le sentit dès qu'elle posa le pied à l'étage exécutif. L'air lui-même semblait épais, comme si le bâtiment retenait son souffle. Les lumières de la ville, au-delà des murs de verre, clignotaient régulièrement, lointaines et indifférentes, tandis qu'à l'intérieur tout semblait suspendu. Nathaniel Kofi Adu n'était pas encore arrivé. Joyce nettoya lentement, délibérément, donnant à ses mains quelque chose à faire pour empêcher son esprit de s'emballer. Elle essuya des surfaces déjà impeccables, redressa des chaises que personne n'avait touchées. Chaque son résonnait trop fort, le frottement doux du chiffon sur le verre, le léger grincement de ses chaussures sur le marbre. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent enfin, elle le sentit avant même de le voir. Nathaniel sortit sans saluer, sa présence imposant l'espace sans effort. Il avait l'air fatigué ce soir-là. Pas l'épuisement soigné de longues réunions, mais quelque chose de plus profond, gravé dans les traits autour de ses yeux, dans la tension de sa mâchoire. « Assieds-toi, dit-il, comme toujours. » Joyce obéit. Il ne s'assit pas immédiatement. Il arpenta la pièce une fois, puis deux, ses pas mesurés. Il vérifia les lumières, s'assurant que chaque recoin restait éclairé. Il s'arrêta près de la fenêtre, fixant la ville comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Le dos de Joyce commença à lui faire mal en quelques minutes. Elle bougea légèrement, prenant soin de ne pas attirer l'attention. Malgré elle, ses pensées vagabondaient. Elle se demanda ce que faisait son père à la maison, si les médicaments tiendraient toute la semaine, si elle pourrait garder ce travail encore longtemps. « Ne bouge pas, dit soudain Nathaniel. Elle se figea. « Monsieur, ne bouge pas, précisa-t-il d'une voix basse. Joyce hocha la tête, ses muscles se verrouillant. Le temps s'étira. Ses jambes picotaient, ses paupières brûlaient. Elle se concentra sur une respiration lente et silencieuse, craignant que le moindre bruit ne déclenche quelque chose qu'elle ne comprenait pas. À un moment donné, Nathaniel s'assit en face d'elle, bien qu'elle ne l'ait pas entendu bouger. Son regard était fixé sur un point juste derrière son épaule. Pas sur son visage, pas sur son corps, sur le vide derrière elle. Un frisson remonta le long de la colonne vertébrale de Joyce. « Pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Les mots restèrent suspendus dans l'air, fragiles et dangereux. Le regard de Nathaniel se fixa brusquement sur le sien. Pendant un instant, Joyce crut être allée trop loin. Elle se prépara à la colère, au renvoi, à des conséquences qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mais il sembla surpris. Personne ne lui parlait ainsi. « Pas ici. Jamais. Vous êtes ici parce que je vous ai dit d'y être, » répondit-il enfin. Il y avait cependant une nuance nouvelle dans sa voix. Pas de la rage, quelque chose de plus proche de la peur. Joyce avala sa salive. « Je ne fais rien, monsieur. Je m'assieds. Je reste. Je ne comprends pas. » Le silence s'étira de nouveau. Nathaniel se leva brusquement et se détourna d'elle. Il se dirigea vers son bureau, en agrippant le bord des deux mains. Joyce remarqua alors que ses doigts tremblaient. « J'ai besoin que quelqu'un soit ici, »
dit-il plus à la pièce qu'à elle. C'est tout. Pourquoi? Murmura Joyce. Il laissa échapper un rire bref, sans humour. Vous posez des questions que vous ne pouvez pas vous permettre de poser. Joyce sentit une colère familière monter en elle, calme, contrôlée, aiguisée par des années d'injustice avalée. Je ne dors plus, dit-elle avant de pouvoir se raviser. Je ne mange plus correctement. Je suis fatigué tout le temps. Il se tourna lentement vers elle. Et pourtant, vous êtes toujours là. La vérité de cette phrase la blessa plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Oui, répondit Joyce, la voix tremblante malgré ses efforts. Parce que j'ai besoin de ce travail. Parce que mon père est malade. Parce que des gens comme moi n'ont pas le droit de dire non. Nathaniel la fixa, quelque chose d'illisible traversant son visage. Pendant une fraction de seconde, la distance soigneusement construite se fissura. Vous croyez que c'est facile pour moi? Demanda-t-il doucement. Joyce hésita. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, monsieur. Je sais seulement ce que cela me fait à moi. Les lumières vacillèrent. C'était subtil, à peine perceptible, mais Nathaniel réagit instantanément. Il se raidit, le souffle coupé. Ses yeux allèrent au plafond, puis à la porte, puis aux fenêtres. Restez là où vous êtes, ordonna-t-il sèchement. Le cœur de Joyce s'emballa. La lumière se stabilisa de nouveau, inondant la pièce d'une clarté artificielle. Nathaniel expira lentement, passant une main sur son visage. « Je ne vous ferai pas de mal, dit-il soudain, comme s'il répondait à une pensée qu'elle n'avait pas exprimée. Je ne vous ai jamais fait de mal. » Joyce croisa son regard. « Je sais. » Cet aveu les surprit tous les deux. La nuit se termina comme toujours, par un renvoi juste avant l'aube. Mais Joyce quitta le bâtiment avec un poids sur la poitrine plus lourd que la fatigue. À la maison, son père l'observa attentivement pendant qu'elle préparait le petit déjeuner. « Tu es plus silencieuse que d'habitude, remarqua-t-il. »« Ça va ?» mentit Joyce automatiquement. Il posa sa main valide sur la sienne. « Si quelque chose ne va pas, tu dois me le dire. » Joyce força un sourire. « Je le ferai. » Mais elle savait qu'elle ne le ferait pas. Pas encore. Les nuits suivantes ne s'améliorèrent pas. Au contraire, Nathaniel devint plus rigide, plus contrôlant. Joyce remarqua qu'il vérifiait les serrures plus souvent. Il lui demandait de s'asseoir plus près, de rester directement dans son champ de vision. Une fois, lorsqu'elle se leva pour étirer ses jambes sans demander, il réagit avec une intensité soudaine. « Assieds-toi » lança-t-il sèchement. Joyce sursauta, la peur traversant son visage. Nathaniel sembla s'en rendre compte aussitôt. Son expression changea du regret, peut-être, ou de la honte. « Je suis désolé, dit-il d'une voix raide. Ne refais pas ça. » Joyce se rassit, les mains serrées dans son giron. Elle commença à redouter les soirées plus que les nuits. Redouter le trajet en ascenseur, le bourdonnement discret de sa montée. Redouter l'instant où les portes s'ouvraient et où elle entrait dans cette prison éclairée et contrôlée. Un soir, après un silence particulièrement long, Joyce sentit quelque chose en elle se briser définitivement. « S'il vous plaît, dit-elle doucement, des larmes glissant sur ses joues malgré ses efforts pour les retenir. « S'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie. Arrêtez. » Nathaniel ne la regarda pas. « Je ne peux pas, » répondit-il. « Pourquoi » sanglota-t-elle, la voix brisée. « Qu'est-ce qui se passera si je ne suis pas là » Il ferma les yeux. La réponse, lorsqu'elle vint, fut à peine audible. « Moi » Joyce le fixa, stupéfaite. Il n'expliqua pas davantage. Il n'en avait pas besoin. La peur dans sa voix en disait plus que des mots ne l'auraient jamais pu. Pourtant, comprendre n'effaçait pas les dégâts. Joyce essuya ses larmes, la poitrine douloureuse. Quoi que ce soit qui hantait Nathaniel Kofiadu, ce n'était pas à elle d'en porter le poids. Et, au fond d'elle-même, elle savait que quelque chose devait changer bientôt, car l'endurance avait des limites, et elle atteignait les siennes. Joyce Sebug-Gwawo cessa de compter les nuits après la 8e. Elles se fondirent les unes dans les autres, de longues étendues de lumière artificielle, de silence si dense qu'il pressait contre ses oreilles, et la conscience constante d'être observé sans jamais être vraiment vu. Son corps traversait les jours comme une ombre présente, mais vidée de sa substance. Le sommeil venait par fragments. La nourriture avait un goût de poussière. Ses mains tremblaient lorsqu'elle versait de l'eau le matin. Au travail, elle commença à faire des erreurs.
Rien de spectaculaire. Une trace oubliée sur une vitre, une poubelle non vidée, une chaise légèrement mal placée. Mais dans un immeuble comme celui de Coffee du Global Holdings, la perfection était la norme. Madame Béatrix Noy le remarqua immédiatement. « Vous êtes distraite » dit-elle un après-midi, d'un ton sec. « Ce n'est pas acceptable. »« Je suis désolée » répondit Joyce. « Je ferai plus attention. » Madame Noy l'observa un instant, le regard acéré. « S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous devez régler ça. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas deux fois. » Joyce hocha la tête, la gorge serrée. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière la ligne d'horizon et que les lumières de la ville s'allumaient, Joyce sentit un nœud familier de peur se former dans son ventre. Elle avançait plus lentement que d'habitude, chaque pas vers l'étage exécutif plus lourd que le précédent. Nathaniel Coffey était déjà là lorsqu'elle arriva. Il se tenait près de la fenêtre, sa veste toujours sur lui, son reflet à peine visible dans le verre. Il ne se retourna pas en entendant ses pas. « Assieds-toi » dit-il. Joyce s'assit. Les minutes passèrent, puis encore d'autres. Malgré tous ses efforts, ses pensées dérivèrent. Elle se demanda ce qui se passerait si elle ne venait pas une nuit. Si elle restait simplement chez elle. L'idée apporta un bref soulagement coupable, aussitôt suivi de panique. Elle avait besoin de l'argent. Elle avait besoin du travail. Et quelque chose dans les mots de Nathaniel, « moi », résonnait encore dans son esprit avec un poids troublant. Ce soir-là, le silence était différent, tendu, chargé d'attente. Joyce bougea sur sa chaise, les jambes douloureuses. « Monsieur » dit-elle doucement. Nathaniel se raidit mais ne se retourna pas. « Oui ? Je ne peux plus continuer comme ça. » Les mots tremblaient en sortant de sa bouche, fragiles mais irréversibles. Il se tourna lentement vers elle, le visage impénétrable. « Si, vous le pouvez, dit-il. Vous le faites déjà point. Le fait que tu puisses le faire ne veut pas dire que je le peux, répondit Joyce, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. Je suis épuisée. J'ai peur tout le temps. Je ne sais même pas pourquoi je suis ici. Tu es ici parce que j'ai besoin de toi, dit-il. Joyce sentit une vive brûlure derrière les yeux. Et ce dont moi j'ai besoin? La question resta suspendue entre eux. Nathaniel détourna le regard le premier. Ce n'est pas à propos de toi, dit-il. Joyce se leva. Le geste fut instinctif, né du désespoir plutôt que de la défiance. Mais à peine debout, Nathaniel réagit. Assieds-toi, dit-il sèchement. Joyce se figea. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Non, dit-elle, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Nathaniel la fixa comme si elle venait de parler une langue étrangère. Je ne suis pas ton ennemi, dit-il en baissant la voix. Je ne t'ai jamais touché. Je ne t'ai jamais menacé. Je sais, répondit Joyce, les larmes coulant librement maintenant. Mais vous avez pris mes nuits, mon repos, ma paix. On n'a pas besoin de toucher quelqu'un pour lui faire du mal. Ces mots frappèrent plus fort qu'elle ne l'avait imaginé. La mâchoire de Nathaniel se crispa. Pendant un instant, la colère s'embrasa dans ses yeux. Puis elle s'éteignit, remplacée par quelque chose de brut, sans défense. « Tu crois que je ne le sais pas ?» demanda-t-il doucement. Joyce secoua la tête. « Je crois que vous vous en fichez. » Le silence qui suivit fut lourd, étouffant. Les épaules de Joyce s'affaissèrent tandis que le poids de semaines de peur et d'épuisement brisait enfin ses dernières résistances. Elle se laissa retomber sur la chaise, enfouissant son visage dans ses mains. « S'il vous plaît, sanglota-t-elle. S'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie. Arrêtez. » Le mot supplier avait un goût amer sur sa langue. Elle détestait en être arrivée là. Détestait être encore à genoux, même si ce n'était pas physiquement. Nathaniel ne bougea pas. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était tendue. « Je ne peux pas. » Joyce leva les yeux vers lui, l'incrédulité et le désespoir s'entrechoquant dans sa poitrine. « Vous ne voulez pas. »« Je ne peux pas, » répéta-t-il. « Pourquoi » cria-t-elle. « Qu'est-ce qui se passe si je pars? Qu'est-ce qui arrive si je ne reste pas ?» Nathaniel ferma les yeux, les poings serrés le long du corps. « Je perds le contrôle, » dit-il. La sincérité dans sa voix la surprit. « Je me perds moi-même, » continua-t-il, les mots sortant lentement, douloureusement. « Et quand ça arrive, des gens sont blessés.
Joyce le fixa, tentant de concilier le milliardaire maître de lui devant elle avec la peur indéniable qu'elle entendait maintenant dans sa voix. « Avez-vous déjà blessé quelqu'un » demanda-t-elle doucement. Nathaniel ne répondit pas. Ce silence était une réponse suffisante. La poitrine de Joyce se serra. Un mélange étrange de peur et de pitié l'envahit. Elle sentait la profondeur de ce qui le hantait, mais cette compréhension n'effaçait en rien sa propre souffrance. « Je ne suis pas formée pour ça, » dit-elle calmement. « Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas agent de sécurité. Je suis juste une femme de ménage. » Nathaniel ouvrit les yeux et la regarda pleinement cette fois. « Vraiment. Je sais, » dit-il. Cet aveu était presque pire qu'un déni. Joyce essuya son visage du revers de la main, se ressaisissant. « Alors vous avez besoin d'aide, » dit-elle. « De vraie aide. Pas de moi. » Nathaniel se détourna et se remit à arpenter la pièce. « L'aide ne marche pas, » marmonna-t-il. « J'ai essayé. »« Alors ça ne marche pas non plus, » répondit Joyce. Les lumières vacillèrent à nouveau, juste une seconde. Nathaniel s'immobilisa, le souffle coupé. Il jeta un regard vers Joyce, la panique traversant son visage avant qu'il ne la masque. « Assieds-toi, » dit-il rapidement. « S'il te plaît. » Ce mot la surprit plus que tous ses ordres précédents. Elle hésita, puis se rassit lentement. Le reste de la nuit se déroula dans un silence tendu. Nathaniel resta rigide, son attention partagée entre Joyce et les lumières au plafond. Joyce demeura immobile, sa détermination d'avant bouillonnant sous la surface. Lorsque l'aube se glissa à travers les fenêtres, quelque chose en elle avait changé définitivement. Lorsqu'il la congédia, Joyce ne le remercia pas. Elle ne s'excusa pas. Elle se leva simplement et s'en alla, le dos droit malgré les douleurs dans son corps. À la maison, son père l'observa attentivement tandis qu'elle préparait ses médicaments. « Joyce, » dit-il doucement. « On dirait que tu portes quelque chose de très lourd. » Elle s'arrêta, les mains tremblantes. « Oui, » admit-elle. Il prit sa main. « Alors ne le porte pas seul. » Joyce serra ses doigts, les larmes lui brûlant les yeux. Elle sut alors qu'elle ne pouvait plus continuer à endurer cela en silence. Ni pour l'argent, ni par peur, ni à cause du passé brisé de qui que ce soit. Cette nuit-là, allongée, les yeux ouverts fixant le plafond, Joyce prit une décision. Elle demanderait encore. Et si Nathaniel Coffey a dû refuser d'arrêter, elle trouverait un autre moyen d'y mettre fin. Le bâtiment commença à murmurer avant même que Joyce Sewa ne dise un mot de plus. Cela commença subtilement. Des regards qui s'attardaient un peu trop longtemps, des conversations qui s'interrompaient lorsqu'elle entrait dans une pièce. Une politesse soudaine de la part de personnes qu'il avait jusque-là complètement ignorées. Joyce le sentait dans l'air aussi clairement que la douleur dans ses os. Quelque chose avait changé et pas en sa faveur. Elle ne savait pas qui avait remarqué en premier. Peut-être les agents de sécurité, voyant son nom apparaître sans cesse sur les plannings de nuit. Peut-être une jeune femme de ménage qui avait surpris Madame Béatrix Noy en train de se disputer à voix basse avec les ressources humaines. Ou peut-être était-ce simplement la manière dont la peur circule vite dans les lieux bâtis sur le pouvoir. Quelle qu'en soit l'origine, les rumeurs se répandirent. Elle est toujours à l'étage exécutif, murmura quelqu'un près des casiers. Pourquoi ? Demanda une autre voix. Qu'est-ce qu'elle fait là-haut la nuit ? Joyce fit semblant de ne pas entendre. Elle se concentra sur son travail comme elle l'avait toujours fait, mais les chuchotements la suivaient, s'accrochant à elle comme de la poussière. Un après-midi, Madame Noy convoqua Joyce dans son bureau. La pièce était petite mais impeccablement rangée, chaque dossier parfaitement aligné. Madame Noy était assise derrière son bureau, les mains jointes, l'expression soigneusement neutre. « Asseyez-vous, » dit-elle. Joyce s'assit. « J'ai reçu des préoccupations, » commença Madame Noy, concernant votre comportement. Le cœur de Joyce fit un bond. « Mon comportement, madame ? Vous posez des questions, » dit-elle. « Vous êtes émotive, distraite. » Joyce avala sa salive. « Je fais mon travail. » Madame Noy se pencha légèrement en arrière. « Vous êtes une femme de ménage, Joyce. Votre travail n'est pas de ressentir, mais d'exécuter. » Les mots la blessèrent plus qu'elle ne s'y attendait. « Des perceptions sont en train de se former, » poursuivit Madame Noy. « Les gens parlent, et dans une entreprise comme celle-ci, parler peut être dangereux. » Joyce leva les yeux. « Parler de quoi ?
Madame Noix soupira, une irritation traversant son visage. Du PDG. De vous. De choses qui ne devraient jamais être discutées. Les mains de Joyce se crispèrent sur ses genoux. Je n'ai rien commencé. Non, admit Madame Noix froidement. Mais vous êtes au centre de tout cela. Et j'ai besoin que vous compreniez une chose très clairement. Elle se pencha en avant. Monsieur Nathaniel Coffey Adu n'est pas un homme que l'on accuse. Ni directement, ni indirectement. Jamais. Une vague de froid traversa Joyce. Je n'ai accusé personne. Madame Noix la fixa longuement. Bien. Parce que si cela devient un problème, si cela devient officiel, c'est vous qui perdrez. La gorge de Joyce se noua. Est-ce une menace? Un conseil, répondit Madame Noix. Les gens comme vous ne survivent pas au scandale, même imaginaire. La réunion se termina sans résolution. Joyce quitta le bureau la tête haute, mais à l'intérieur quelque chose se brisa. Ce soir-là, l'isolement devint impossible à ignorer. Les salutations habituelles de ses collègues avaient disparu. Plus de petits sourires, plus de plaintes partagées. Même Peter, l'agent de sécurité qui l'avait autrefois averti d'être prudente, évitait désormais son regard. À l'étage exécutif, le silence était plus tranchant que jamais. Nathaniel Coffey Adu arriva plus tard que d'habitude. Il semblait agité, ses mouvements rapides, la mâchoire serrée. « Vous avez parlé à des gens ?» dit-il sans préambule. Joyce cligna des yeux. « J'ai parlé à ma responsable. »« C'est déjà trop » répondit-il. « Vous attirez l'attention. » Une colère vive traversa Joyce, perçant sa peur. « L'attention sur quoi ?» demanda-t-elle. « Qu'avez-vous si peur que les gens voient ?» Nathaniel cessa de marcher et se tourna vers elle, son expression se durcissant. « Vous n'avez pas le droit de parler de notre arrangement à qui que ce soit. »« Notre arrangement ?» répéta Joyce avec amertume. « On dirait que j'ai accepté tout ça. »« Vous êtes resté ?» répondit-il. Joyce se leva brusquement, sa patience enfin brisée. « Parce que je n'avais pas le choix. » Les yeux de Nathaniel brillèrent. « Tout le monde a le choix. » Le mensonge contenu dans cette phrase était trop lourd pour être ignoré. « Non » dit Joyce calmement. « Certains ont le pouvoir. D'autres ont la survie. » Les mots tombèrent entre eux comme un verdict. Nathaniel détourna le regard, respirant lourdement. « Cela s'arrête quand je le décide, » dit-il. Joyce sentit quelque chose se stabiliser en elle. Pas de la peur. Pas de la résignation. De la clarté. « Alors vous avez tort, » dit-elle. Il se retourna brusquement. « Qu'est-ce que vous avez dit ?»« J'ai dit que vous avez tort, » répéta Joyce, la voix tremblante mais ferme. « Ça s'arrête quand je n'en peux plus. Et j'en suis proche. » Nathaniel la fixa, quelque chose de sombre et d'incertain passant dans son regard. Pendant un instant, Joyce se demanda si elle était allée trop loin, mais elle ne recula pas. Ce soir-là, elle rentra chez elle le cœur lourd. Son père le remarqua immédiatement. « Il te regarde » dit-il doucement pendant qu'elle l'aidait à se coucher. « Tes épaules sont tendues. » Joyce hésita, puis hocha la tête. « Je crois que les gens pensent quelque chose de mauvais à mon sujet. » Il soupira. « C'est toujours comme ça. Quand une personne pauvre se tient trop près du pouvoir, on suppose sa culpabilité. » Joyce s'assit près de lui, l'épuisement envahissant ses membres. « Que dois-je faire ?» Son père la regarda droit dans les yeux. « Protège ta dignité, même si cela te coûte ton confort. » Le sommeil vint difficilement cette nuit-là. Le lendemain, Joyce fut réaffectée. Ses tâches de jour furent réduites, ses déplacements restreints. Elle n'était plus autorisée à entrer dans certaines zones sans supervision. C'était subtil, mais indéniable. Le système se refermait sur elle. À la fin de la semaine, une note officielle apparut dans son dossier, performance en cours d'évaluation. Joyce comprit parfaitement le message. Si elle parlait, elle serait discréditée. Si elle restait silencieuse, elle serait effacée. Ce soir-là, alors qu'elle attendait de nouveau à l'étage exécutif, Nathaniel était assis en face d'elle, silencieux. La distance entre eux n'avait jamais paru aussi grande. « Tu devrais rester discrète, » dit-il finalement. « Pour ton propre bien. » Joyce soutint son regard, quelque chose de calme et d'inébranlable dans les yeux. « Je l'ai toujours fait, » répondit-elle. « Pendant la majeure partie de ma vie. » Le silence retomba. Mais ce silence-là était différent. Il n'était plus rempli uniquement de peur.
C'était le début de la résistance. Une fois que la peur desserra son emprise, Joyce Sebug-Gwawo commença à remarquer les détails. Cela se fit progressivement, comme l'aube qui révèle des formes qui ont toujours été là. Quand la nuit cessa d'être seulement une épreuve d'endurance, son esprit se mit à inventorier la pièce autour d'elle, ce bureau exécutif devenu à la fois refuge et piège. Elle remarqua ce qui ne changeait jamais, ce qui ne bougeait jamais, nuit après nuit. Les photographies sur le mur du fond furent les premières. Elles étaient disposées avec soin, parfaitement espacées, encadrées de bois sombre. De loin, elles ressemblaient à de simples décorations d'entreprise. Horizon urbain, art abstrait, paysage au ton neutre. Mais un soir, tandis que Nathaniel Kofiadu faisait les 100 pas près de la fenêtre, le regard de Joyce s'y attarda plus longtemps que d'habitude. Le cœur battant, elle s'approcha avant même de s'en rendre compte. « Assieds-toi » dit Nathaniel sèchement. Joyce se figea. « Assieds-toi » répéta-t-il. Elle obéit, l'instant s'échappant, mais la curiosité avait déjà pris racine. Une autre nuit, lorsque Nathaniel quitta brièvement la pièce pour répondre à un appel, Joyce se leva de nouveau, plus vite cette fois, plus discrètement. De près, elle vit ce qu'elle n'avait jamais remarqué. Les cadres n'abritaient pas de l'art. C'étaient des photographies. Sur l'une d'elles, un Nathaniel plus jeune se tenait le bras passé autour d'une femme aux yeux chaleureux et au large sourire. Sur une autre, il était accroupi près d'un petit enfant, leur visage collé, le rire figé en plein élan. Il y avait des photos de plage, des bougies d'anniversaire, une pancarte peinte à la main sur laquelle on lisait « Bienvenue à la maison ». Le souffle de Joyce se coupa. Elle recula juste au moment où Nathaniel revenait. Il vit aussitôt l'endroit où elle se trouvait. Son visage changea instantanément. « Ne touche pas à ça », dit-il d'une voix tendue. « Je n'ai rien touché », répondit Joyce précipitamment. « Je regardais seulement. » Ses yeux s'assombrirent. « Tu ne regardes pas ce qui ne t'appartient pas. » Les mots étaient durs, mais en dessous, Joyce perçut autre chose, la panique. Cette nuit-là, elle observa plus attentivement. Le comportement de Nathaniel suivait des schémas qu'elle ne pouvait plus ignorer. Il plaçait toujours Joyce sur une chaise face à lui, dans son champ de vision. Il vérifiait compulsivement les lumières, les ajustant parfois de quelques fractions, comme si la clarté elle-même formait une barrière contre quelque chose d'invisible. Il réagissait mal aux ombres, aux clignotements, à tout signe que l'obscurité pourrait s'emparer de la pièce. Une fois, quand un coup de tonnerre lointain résonna au-dessus de la ville, il sursauta violemment. Joyce le regarda, le cœur battant. Il avait peur. Pas d'elle. Pas d'être découvert. Mais d'être seul. Une autre nuit, elle remarqua un petit objet sur son bureau, une montre d'enfant. Le verre était fissuré. Les aiguilles étaient arrêtées à 11h47. Elle ne bougeait jamais. Elle ne quittait jamais cet endroit. Pourquoi est-elle cassée ? Demanda Joyce doucement, surprise par sa propre question. La tête de Nathaniel se releva brusquement. Ne me pose pas cette question. Joyce hocha la tête, le regret l'envahissant, mais l'image resta gravée dans son esprit. Le temps figé. L'obscurité. Le contrôle. La vérité commença à se former dans ses pensées, non comme une révélation soudaine, mais comme une structure fragile faite d'observation et d'instinct. Quoi qu'il soit arrivé à Nathaniel Kofiadu, cela s'était produit la nuit. Et cela ne s'était jamais terminé. Un soir, le courant fut totalement coupé. Le bâtiment plongea dans l'obscurité soudaine, le silence brisé par le bourdonnement des systèmes d'urgence qui tentaient, en vain, de s'activer. Joyce halta instinctivement, le cœur remontant dans sa gorge. À l'autre bout de la pièce, Nathaniel laissa échapper un son qu'elle ne lui avait jamais entendu auparavant. Ce n'était ni un ordre, ni de la colère. C'était de la peur. « Reste », dit-il d'une voix rauque. « Ne bouge pas. Ne pars pas. » Joyce distinguait à peine sa silhouette, mais elle entendait sa respiration rapide et irrégulière. Elle voulut parler pour le rassurer, mais quelque chose l'en empêcha. Les secondes s'étirèrent, puis les minutes. Enfin, les générateurs de secours se mirent en marche, inondant la pièce d'une lumière blanche et crue. Nathaniel s'effondra dans son fauteuil. Son sang-froid se brisa. Ses mains tremblaient ouvertement, la sueur brillait sur son front. Joyce se leva lentement, prudemment. « C'est revenu », dit-elle doucement. « Les lumières sont revenues. » Il leva les yeux vers elle,
le regard encore sauvage un instant, puis il se ressaisit. Il rajusta sa veste, s'essuya le visage, reconstruisit le mur entre eux, pierre après pierre. « Assieds-toi, dit-il, sans l'autorité habituelle. Joyce ne s'assit pas. « Je sais que quelque chose t'est arrivé, dit-elle calmement. Nathaniel la fixa comme si elle venait de le frapper. « Tu ne sais rien, dit-il. Je sais que tu as peur du noir, répondit Joyce. Et je sais que ce n'est pas à cause du travail. Le silence envahit la pièce, dense et tremblant. Nathaniel détourna le regard. Tu imagines des choses. Non, dit Joyce doucement. Je les vois. Il ne répondit pas. La nuit se termina sans qu'il la congédie. Joyce resta jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse, jusqu'à ce que la ville recommence à vivre. Quand Nathaniel parla enfin, sa voix était redevenue froide. Tu n'en parleras pas, dit-il. À personne. Joyce acquiesça. Je ne le ferai pas. Mais elle savait qu'elle ne pourrait plus jamais ignorer ce qu'elle avait vu. Dans les jours qui suivirent, la pression autour d'elle s'intensifia. Son évaluation de performance devint négative. Ses badges d'accès cessèrent de fonctionner dans certaines zones. Madame Noix surveilla de près ses horaires. Joyce comprit alors. Le système le protégeait. Non parce qu'il avait raison, mais parce qu'il était puissant. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait seule une salle de réunion, Joyce se mit à trembler. Pas de peur. D'une émotion nouvelle, inconnue. La colère. Pas une colère explosive. Une colère silencieuse et dangereuse, qui aiguisait ses pensées et redressait sa colonne vertébrale. Elle n'imaginait rien. Elle n'était pas instable. Elle n'avait pas tort. Elle était témoin des conséquences d'une douleur non soignée, transformée en autorité. Ce soir-là, quand Nathaniel arriva, Joyce était déjà assise, calme, composée, vigilante. Il s'arrêta, l'observant. « Tu as changé ?» remarqua-t-il. « Oui, » répondit Joyce. « J'ai changé. » La pièce sembla se pencher vers eux, dans l'attente. « Je sais que tu ne veux pas être seule la nuit, » dit Joyce. Mais forcer quelqu'un d'autre à rester ne résout pas ça. La mâchoire de Nathaniel se crispa. « Tu n'as pas le droit de me psychanalyser. »« Je ne le fais pas, » répondit Joyce. « Je te dis ce que ça fait d'être de l'autre côté de ta peur. » Il la regarda, puis la regarda vraiment. Pour la première fois, Joyce vit de l'incertitude dans ses yeux. « Tu crois comprendre ?» dit-il doucement. « Je comprends assez, » répondit-elle. « Et je comprends ceci, je ne peux pas être ta solution. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, fragiles mais fermes. Nathaniel ne parla pas pendant longtemps. Quand il le fit enfin, sa voix était à peine audible. « Alors qu'est-ce qui m'arrive ?» Joyce sentit une pointe de tristesse, mais elle ne la laissa pas affaiblir sa détermination. « Ça, dit-elle doucement, c'est quelque chose que tu dois affronter sans enfermer quelqu'un d'autre dans l'obscurité avec toi. » Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était chargé de vérités désormais révélées. Et pour la première fois depuis le début de ces nuits, Joyce ressentit quelque chose qui ressemblait à de la clarté. La vérité n'était plus invisible. Et une fois vue, elle ne pouvait plus être ignorée. La vérité n'arriva pas sous la forme d'un aveu. Elle remonta à la surface par fragments, exhumée à contre-cœur, comme des os perçant la terre s'échapperait une longue saison de pluie. Joyce Sebug-Gwawo ne découvrit pas le passé de Nathaniel Kofiadu parce qu'il choisit de le raconter. Elle le découvrit parce que le silence, lorsqu'on l'étire trop longtemps, finit par se fissurer. La nuit suivant la panne de courant, Nathaniel arriva plus tard que d'habitude. Son costume était froissé, sa cravate desserrée, l'ordre soigneusement maintenu autour de lui légèrement défait. Il ne dit pas immédiatement à Joyce de s'asseoir. Il resta près de la fenêtre, regardant l'eau noire du lac refléter les lumières de la ville. Joyce attendit. Les minutes passèrent. « Je suis né à Jamestown, » dit-il soudain, sans se retourner. « À Accra. » Les mots la surprirent. Non par leur contenu, mais parce qu'il avait parlé. C'était bondé, poursuivit-il. Vivant. Mon père vendait des pièces détachées près du port. Ma mère enseignait dans une école primaire. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous n'étions pas désespérés. Joyce resta silencieuse, craignant qu'une interruption ne le fasse se refermer. J'ai appris très tôt à survivre, dit Nathaniel. À calculer, à observer les gens, à gagner sans demander la permission. Il se tourna enfin vers elle. Ses yeux étaient lointains,
comme si la pièce s'était dissoute autour de lui. Je me suis marié jeune. Elle s'appelait Habana. Le nom tomba doucement entre eux. Elle riait fort, continua-t-il, presque en souriant. Trop fort, disaient certains. Elle se faisait des amis partout. Et elle croyait, vraiment, que le bonheur pouvait se planifier. La poitrine de Joyce se serra. Nous avons eu un fils, dit Nathaniel. Sergio. Il avait 5 ans. La pièce sembla se rétrécir, la lumière pesant davantage. C'est arrivé la nuit, continua-t-il. La pluie. Une mauvaise visibilité. Un camion a perdu le contrôle sur l'autoroute. Il s'arrêta. Le souffle de Joyce se coupa. Elle n'avait pas besoin qu'il termine point, ils sont morts sur le coup, dit-il enfin. C'est ce qu'on m'a dit. Sa voix était plate, vidée de toute émotion par la répétition. Je n'étais pas là, ajouta-t-il. Je travaillais. Toujours en train de travailler, à essayer de construire quelque chose que je croyais capable de nous protéger. Joyce vit ses mains se crisper inconsciemment, les jointures blanchir. Cette nuit-là, dit-il, quelque chose s'est brisé. Pas mon cœur. Mon sens du temps. De la sécurité. Il fit un geste vague autour de la pièce. L'obscurité est devenue imprévisible, dangereuse. Quand les lumières s'éteignent, je ne sais plus ce qui est réel. Joyce avala difficilement sa salive. Et être seul rend tout pire. Oui, répondit simplement Nathaniel. Le silence remplit de nouveau l'espace, mais cette fois, il était différent. Il avait entrouvert une porte, ne serait-ce qu'un peu, et l'air semblait chargé de ce qui se trouvait au-delà. J'ai essayé la thérapie, poursuivit-il brusquement, comme s'il devait se justifier. À Londres, à New York, en Afrique du Sud. Ils disaient tous la même chose. Traumatisme, stress post-traumatique, deuil. Il eut un rire amer. Les mots n'empêchent pas l'obscurité de revenir. Joyce ressentit une étrange douleur dans la poitrine. Pas encore du pardon, mais de la compréhension. Alors tu restes ici, dit-elle doucement. Là où il y a de la lumière, où quelqu'un est présent. Nathaniel hocha la tête. Si je peux te voir, je sais que je ne suis pas seul. Je sais que la nuit n'a pas tout englouti. Joyce baissa les yeux vers ses mains, étonnamment calme malgré le tremblement intérieur. Et tu n'as jamais pensé, dit-elle prudemment, à ce que cela me fait à moi. Nathaniel tressaillit. J'y ai pensé, dit-il à voix basse. J'ai juste choisi de ne pas arrêter. L'honnêteté de cet aveu lui fit plus mal qu'un déni ne l'aurait fait. Tu avais d'autres options, dit Joyce. La sécurité. Des professionnels. Des soins médicaux. Ils partent, répondit-il. Ils partent toujours. Toi, tu n'es pas parti. Joyce sentit le poids de ces mots s'abattre sur ses épaules. Son endurance, autrefois une compétence de survie, était devenue un piège. Ça ne rend pas les choses justes, dit-elle. Nathaniel ne répondit pas tout de suite. Aucun d'eux ne parla. La ville bourdonnait doucement au dehors, inconsciente du règlement de compte silencieux qui se jouait derrière les murs de verre. Je n'avais pas prévu que ça devienne ça, dit-il finalement. Ça a commencé petit. Une nuit, puis une autre. Et puis j'en ai eu besoin. Joyce hocha lentement la tête. C'est comme ça que le mal grandit, dit-elle doucement. Sans témoin. Nathaniel la regarda, une lueur de honte traversant son visage. Tu pourrais me détruire, dit-il, avec ce que tu sais. Joyce soutint son regard. Je ne veux pas te détruire. Il fronça légèrement les sourcils, comme si cette réponse ne correspondait pas au récit qu'il attendait. Je veux que ça s'arrête, continua-t-elle. Pour moi. Et pour toi. Nathaniel détourna de nouveau le regard, les épaules tendues. Si je te laisse partir, dit-il, les nuits reviendront. Elles sont déjà revenues, répondit doucement Joyce. Cette nuit-là, pour la première fois, Nathaniel ne lui ordonna pas de s'asseoir à un endroit précis. Il ne réajusta pas compulsivement les lumières. Il ne fit pas les 100 pas. Il resta assis en face d'elle, immobile et silencieux, comme s'il se préparait à affronter quelque chose d'invisible. Joyce l'observa, le cœur lourd. Comprendre sa douleur n'effaçait pas le tort qu'il avait causé, mais cela changeait la nature du conflit. Il ne s'agissait plus seulement de pouvoir et de peur. Il s'agissait de responsabilité. À l'approche de l'aube, Nathaniel parla de nouveau. Je ne sais pas comment vivre avec ça. Joyce se leva lentement. Alors tu as besoin d'aide.
Une aide qui ne dépend pas du fait de piéger quelqu'un d'autre dans ta peur. Il leva les yeux vers elle. Tu restes cette nuit? La question était plus douce, vulnérable. Joyce hésita. Chaque instinct lui criait de partir, de reprendre ses nuits, son autonomie. Mais une autre part d'elle, façonnée par la compassion et la fatigue, savait que partir maintenant pouvait déclencher quelque chose de pire. Je resterai, dit-elle prudemment. Cette nuit. Mais ça ne peut pas continuer. Nathaniel hocha la tête, le soulagement et la crainte mêlés sur son visage. Quand le ciel s'éclaircit et que la ville se réveilla, Joyce sentit le poids du chemin à venir peser sur elle. Elle avait vu la blessure sous la cruauté. Elle l'avait nommée. Mais nommer une blessure ne la guérit pas. Et tant que Nathaniel Kofiadu refuserait d'affronter son passé sans se servir d'elle comme bouclier, les nuits resteraient dangereuses pour eux deux. La compréhension n'adoucit pas les nuits. Elle les rendit plus tranchantes. Après que Nathaniel Kofiadu eut parlé d'Abana et de Seogio, la pièce ne semblait plus mystérieuse. Elle ressemblait à une frontière. Joyce Sebugu voyait enfin clairement. Elle comprenait pourquoi les lumières comptaient. Pourquoi sa présence comptait. Mais cette compréhension n'effaçait ni la douleur dans son corps, ni l'érosion de sa paix, ni l'humiliation silencieuse d'être maintenue en place par la peur de quelqu'un d'autre. Le soir suivant, Joyce arriva avec une détermination qu'elle n'avait jamais portée auparavant. Nathaniel était déjà là, assis, les lumières vives et stables. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, scrutant son visage à la recherche de quelque chose. Du réconfort, peut-être. Une permission. Assieds-toi, dit-il, puis il s'arrêta. Tu n'es pas obligé. Pas tout de suite. Joyce ne s'assit pas immédiatement. Elle posa son sac avec soin et resta debout, soutenant son regard. J'ai besoin de dire quelque chose. Les épaules de Nathaniel se raidirent. Ce n'est pas le moment. Si, répondit calmement Joyce. Parce que maintenant je sais. Et savoir change tout. Il fit un geste vague vers la chaise. S'il te plaît. Joyce s'assit, mais seulement parce qu'elle le choisissait, pas parce qu'on le lui ordonnait. La différence comptait. Je comprends ce qui t'est arrivé, dit-elle. Je comprends la peur, la perte, les nuits. Nathaniel expira lentement, un soulagement traversant son visage. Mais Joyce continua, la voix ferme. Comprendre ne veut pas dire consentir à en être blessé. Le soulagement disparut. Je ne te fais pas de mal, dit-il automatiquement. Joyce secoua la tête. Si. Simplement pas d'une manière que tu reconnais. Il se pencha en avant. Je n'ai jamais. Je sais, l'interrompit-elle doucement. Tu ne m'as jamais touché. Tu n'as jamais crié. Tu ne m'as jamais menacé avec des mots. Mais le mal ne se limite pas à ce qui laisse des bleus. La mâchoire de Nathaniel se crispa. Tu choisis de rester. Je choisis de survivre, corrigea Joyce. Ce n'est pas la même chose. Le silence retomba entre eux. Joyce inspira profondément. Chaque nuit où je suis ici, je perds quelque chose. Le sommeil, la sécurité, la dignité. Je ne sais jamais quand je pourrai me reposer. Je ne sais jamais quand je serai renvoyé chez moi. Je vis dans une incertitude permanente parce que tu as peur d'affronter la tienne. Nathaniel détourna le regard. Tu crois que je ne paie pas un prix? Je pense que tu en paies un différent, répondit Joyce. Et que tu peux te le permettre. Les mots tombèrent lourdement, impossible à nier. Tu as des ressources, continua-t-elle. Des médecins. De la sécurité. Des systèmes. Moi, j'ai mon corps et mon temps. Et tu prends les deux. Nathaniel se leva brusquement et se mit à faire les 100 pas. Tu ne sais pas ce que c'est quand les lumières s'éteignent. La voix de Joyce s'adoucit. Si. Je le sais. Je vis avec cette sensation chaque nuit ici. Il s'arrêta. Longtemps, il ne parla pas. Tu veux que je sois seul? Dit-il enfin. Assis dans le noir, à tout me rappeler. Non, répondit Joyce. Je veux que tu arrêtes de m'utiliser pour éviter ça. Il se tourna vers elle, le regard dur. Si tu pars et que quelque chose arrive, ce ne sera pas ta responsabilité. Ce ne sera pas la mienne non plus, dit Joyce fermement. Je ne suis pas ton plan de traitement. Les mots résonnèrent dans la pièce, durs et nécessaires. Le sang-froid de Nathaniel commença à se fissurer. Alors que veux-tu? Demanda-t-il, la peur et la frustration se heurtant. Je veux récupérer mes nuits, répondit Joyce.
Je veux faire mon travail et rentrer chez moi. Je veux dormir sans attendre un ordre. Je veux exister sans être surveillé. Nathaniel passa une main dans ses cheveux, visiblement agité. Tu crois que c'est facile pour moi d'y renoncer? Je me fiche que ce soit facile, dit Joyce. Je veux que ce soit juste. La distinction resta suspendue entre eux. La nuit se termina dans une tension palpable. Nathaniel la congédia plus tôt que d'habitude, mais le malaise demeura. Joyce rentra chez elle, un mélange étrange de culpabilité et de soulagement nouant sa poitrine. Chez elle, son père remarqua immédiatement le changement. « Tu as dit ta vérité ?» dit-il doucement en la regardant verser de l'eau d'une main sûre. « Oui » répondit Joyce. « Et qu'est-ce que ça t'a fait ?» Elle réfléchit. « Terrifiant » admit-elle. « Mais aussi plus léger. » Son père hocha la tête. « C'est comme ça que la liberté commence. Elle ne paraît jamais sûre au début. » Les jours suivants apportèrent des conséquences. La réaffectation de Joyce devint officielle. Son accès à l'étage exécutif fut restreint pendant la journée. Son évaluation de performance se dégrada encore. Madame Beatatrix Noix la convoqua de nouveau, cette fois avec une impatience à peine voilée. « Vous devenez un problème » dit Madame Noix froidement. « On vous faisait confiance. Et maintenant, il y a des complications. »« Je ne les ai pas créées » répondit calmement Joyce. Madame Noix se pencha en avant. « Écoutez-moi. Les hommes puissants n'aiment pas être forcés à se confronter à eux-mêmes, et ils n'oublient pas ceux qui les mettent mal à l'aise. » Joyce soutint son regard. « Pas plus que ceux qu'ils blessent. » Ce soir-là, Nathaniel fut plus silencieux que d'habitude. Il ne fit pas les 100 pas. Il ne réajusta pas les lumières. Il resta assis, les mains jointes, les yeux fixés sur la table. « Tu es sérieuse ?» dit-il enfin. « Oui » répondit Joyce. « Tu ne resteras plus très longtemps. »« Non. » La fermeté de sa voix le surprit. « Et si je te le demande » insista-t-il. Joyce secoua la tête. « Alors je dirai non. » Il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Pas comme une présence, pas comme une solution, mais comme une personne au contour qu'il ne pouvait plus estomper. « Tu aurais pu te taire, » dit-il. « Ça aurait été plus facile pour toi, » répondit Joyce. « Pas pour moi. » La pièce sembla soudain plus froide malgré les lumières. « Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, » admit Nathaniel. « C'est honnête, » dit Joyce. « Et c'est le premier pas. » Il laissa échapper un rire amer. « Tu parles comme une thérapeute. »« Je parle comme quelqu'un qui en a fini avec le silence, » répondit Joyce. Cette nuit-là, Joyce partit à minuit. Aucun ordre ne l'en empêcha. Aucun commandement ne la retint. Nathaniel la regarda s'éloigner, le visage indéchiffrable. À l'extérieur de la ville, l'air semblait différent, plus léger, plus libre. Joyce rentra chez elle sous les lampadaires, le pas tranquille. Pour la première fois depuis des semaines, elle savait que le combat n'était pas terminé. Parler avait déplacé l'équilibre, mais les systèmes ne changent pas du jour au lendemain. Le pouvoir se rend rarement sans résistance. Pourtant, elle ressentait quelque chose de stable sous ses côtes. Elle avait tracé une ligne. Comprendre ne l'avait pas rendue plus petite. Cela l'avait rendue plus claire. Joyce Sebug-Gwawo s'effondra un mardi soir. Cela arriva sans avertissement, sans drame, sans public. Un instant, elle se tenait près du lavabo dans les toilettes exécutives, rinçant un chiffon dont elle n'avait plus besoin. L'instant d'après, le monde se resserra en un silence aigu et bourdonnant. Ses genoux cédèrent. Le sol monta à sa rencontre, puis plus rien. Quand elle reprit conscience, les lumières étaient trop vives. Ses yeux s'ouvrirent en papillonnant sur un plafond blanc. Des murs blancs, l'odeur antiseptique du désinfectant lui piquant le nez. Une douleur sourde battait derrière ses tempes. Pendant un moment, elle crut rêver. Puis elle tenta de se redresser et une douleur fulgurante traversa sa poitrine. « Ne bougez pas » dit doucement une voix. Joyce tourna la tête. Une infirmière se tenait à côté du lit, vérifiant un moniteur. « Vous vous êtes évanoui » expliqua-t-elle. Épuisement sévère, déshydratation, stress. Joyce avala sa salive. « Où suis-je » ? « À l'hôpital général de Cala » répondit l'infirmière. « Votre employeur vous a amené. » Le mot employeur résonna étrangement. La mémoire de Joyce revint d'un coup. Les longues nuits, la tension, le moment où sa vision s'était troublée. Elle ferma brièvement les yeux,
respirant à travers la vague d'émotions qui suivit. Puis-je le voir? Demanda une autre voix depuis l'embrasure de la porte. L'infirmière jeta un coup d'œil. Un instant. Joyce rouvrit les yeux. Nathaniel Coffey Adu se tenait juste à l'intérieur de la pièce. Son costume était froissé, son expression dépouillée de son contrôle habituel. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il avait l'air réellement perdu. L'infirmière lui fit signe et sortit, refermant doucement la porte derrière elle. Nathaniel fit un pas hésitant, puis un autre. Il s'arrêta au pied du lit, les mains crispées le long du corps. « Vous avez fait peur à tout le monde », dit-il à voix basse. Joyce laissa échapper un souffle faible, sans humour. « J'essayais de te le dire. » La culpabilité traversa son visage, vive, indéniable. « Je ne savais pas que c'était à ce point, » dit-il. Joyce tourna légèrement la tête, l'observant. « Tu savais que j'étais fatigué. Tu savais que je te demandais d'arrêter. »« Ce n'est pas la même chose, » répondit-il presque sur la défensive. « Tu n'as jamais dit que tu étais sur le point de t'effondrer. » La voix de Joyce était douce mais ferme. Les gens comme moi n'ont pas le luxe d'attendre que ce soit le bon moment pour être crus. Les mots retombèrent lourdement entre eux. Nathaniel baissa les yeux vers le sol. Ils disent que tu as besoin de repos. De vrai repos. Elle hocha la tête. Je sais. Le silence s'étira. Je suis resté, dit-il soudain. Joyce fronça légèrement les sourcils. Resté? Je ne suis pas parti de l'hôpital, précisa Nathaniel. J'ai annulé mes réunions. J'ai attendu. Cet aveu la surprit, non parce qu'il était gentil, mais parce qu'il était inutile à dire. Joyce ne le remercia pas. Tu n'étais pas obligé, répondit-elle. Je voulais l'être, dit-il. Puis, après une pause, j'en avais besoin. C'était nouveau. Un médecin entra brièvement, expliquant que Joyce aurait besoin d'au moins quelques jours de repos, peut-être plus. Nathaniel écouta attentivement, posant des questions que Joyce ne l'avait jamais entendu poser pour qui que ce soit d'autre. Quand le médecin partit, Nathaniel resta debout, la tension rayonnant de lui. « Ça ne peut pas continuer comme ça, » dit-il enfin. Joyce le regarda droit dans les yeux. « Non, ça ne peut pas. » Il hésita. « Si tu pars, si tu ne reviens pas la nuit, tu survivras, » dit Joyce. « Même si tu n'as pas l'impression que ce sera le cas. » Nathaniel grimaça, comme si ces mots touchaient une vérité trop proche. Plus tard dans la nuit, après que Joyce eut été transférée dans une salle calme, elle se réveilla avec une sensation familière, l'obscurité pressant au bord de la pièce. Les lumières étaient tamisées. Les ombres s'étiraient le long des murs. Son cœur s'emballa instinctivement. Puis elle réalisa quelque chose. Elle était seule et elle était en sécurité. Cette pensée se posa dans sa poitrine avec un calme surprenant. Dans une autre partie de la ville, Nathaniel était assis seul dans son appartement pour la première fois depuis des semaines. Toutes les lumières étaient allumées. Chaque lumière. Le silence était assourdissant. Il arpenta le salon, puis le couloir, puis recommença. Son téléphone reposait intact sur la table. Il résista à l'envie d'appeler, d'ordonner, de rétablir l'ancien schéma. Des images envahirent son esprit. Le rire de Bana, la petite main de Seogio dans la sienne, le bruit de la pluie sur le métal juste avant l'accident. Sa respiration s'accéléra, sa vision se brouilla. Il s'affaissa sur le canapé, pressant ses paumes contre ses yeux. C'était ce qu'il avait évité, et maintenant il n'y avait plus personne pour l'absorber à sa place. À l'hôpital, Joyce dormit profondément pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain matin, Madame Béatrix Noy arriva sans prévenir. Joyce la regarda s'approcher du lit, son expression soigneusement composée. « J'ai appris ce qui s'est passé, » dit Madame Noy. « C'est regrettable. » Joyce haussa un sourcil. « Regrettable ?» Madame Noy soupira. « Il y a des questions maintenant. Le conseil a été informé. Ce genre d'incident ne reste pas discret. » Joyce sentit une nervosité lui serrer la poitrine. « Quel genre de questions ? Sur votre charge de travail, votre emploi du temps, votre santé, » répondit Madame Noy. « Et sur les raisons d'une telle pression. » Joyce soutint son regard. « Et qu'avez-vous répondu ? » J'ai dit que je n'avais pas connaissance de toute l'ampleur, admit Madame Noy. Joyce hocha lentement la tête. « C'est honnête. » Madame Noy avait l'air mal à l'aise. « Vous devriez vous reposer, dit-elle sèchement. »
Nous discuterons de votre poste quand vous sortirez. Après son départ, Joyce fixa le plafond, l'esprit en ébullition. Au 3e jour, des rumeurs avaient atteint la salle du conseil. Monsieur Samuel Adabola, membre senior du conseil, demanda un examen formel des affectations de nuit. Les ressources humaines sortirent les dossiers. Les registres de sécurité furent examinés. Des schémas apparurent, impossibles désormais à balayer comme de simples coïncidences. Nathaniel fut convoqué. Il arriva aussi calme que toujours, mais ceux qui le connaissaient bien remarquèrent la tension sous son assurance. Pourquoi une seule employée était-elle affectée chaque nuit sur le site? Demanda monsieur Adabola. Nathaniel ne répondit pas immédiatement. Pour assurer la continuité opérationnelle, dit-il enfin. Monsieur Adabola croisa les mains. La continuité opérationnelle n'explique pas un effondrement médical. Le silence suivit. Cet après-midi-là, Joyce reçut un message sur son téléphone. Nous devons parler. Le numéro était inconnu. Puis un autre message arriva. Nathaniel. Joyce fixa l'écran un long moment avant de poser le téléphone. Elle n'était pas encore prête. Pour la première fois depuis qu'elle avait pris ce poste, elle s'autorisa à faire passer son corps avant l'obligation. Elle but de l'eau lentement. Elle regarda la lumière glisser sur le sol de l'hôpital. Elle écouta les sons de la vie ordinaire continuer autour d'elle. Quelque chose d'irréversible s'était produit. Son effondrement avait révélé la vérité plus fort que ses mots n'auraient jamais pu le faire. Et désormais, que Nathaniel Kofi-Adu soit prêt ou non, les rouages du pouvoir qu'il cachait étaient enfin sous surveillance. L'enquête commença discrètement, presque poliment. Aucun communiqué de presse, aucune suspension spectaculaire, seulement des courriels marqués confidentiels, des invitations à des réunions apparaissant sans explication, et un changement subtil dans la manière dont les gens se parlaient à l'intérieur de Kofi-Adu Global Holdings. Joyce Sebugwo le ressentait même depuis son lit d'hôpital, dans le ton précautionneux des appels qu'elle recevait et dans les silences qui s'attardaient un peu trop longtemps. Monsieur Samuel Adabola présida la première réunion interne d'examen. Ce n'était pas un homme bruyant. Il n'élevait pas la voix et n'accusait pas. Il posait des questions lentement, méthodiquement, comme s'il posait des briques une à une, construisant une structure que personne ne pourrait nier une fois achevée. Combien de nuits consécutives Madame Sebug-Gwawo a-t-elle été programmée à l'étage exécutif? Demanda-t-il aux ressources humaines. La directrice des RH s'éclaircit la gorge. 17, répondit-elle. Sans rotation formelle ni autorisation distincte. Toutes les affectations nécessitent une approbation exécutive, ajouta-t-elle. Dans ce cas, l'approbation provenait du bureau du PDG. Le silence suivit. Pas un choc, mais un poids. Les registres de sécurité le confirmèrent. Les données des badges d'accès le cartographièrent. Les images des caméras, examinées avec soin et retenues avec prudence, montraient Joyce entrant à l'étage exécutif nuit après nuit, toujours seule. Aucun comportement déplacé manifeste, aucune voix élevée, aucune menace explicite, et pourtant le schéma était indéniable. Pourquoi une agente d'entretien devait-elle rester après la fin de ses tâches? Demanda monsieur Adabola. Madame Béatrix Noy était raide à la table. Le PDG a demandé une continuité, répéta-t-elle, reprenant la formule qu'elle avait utilisée avec Joyce. Monsieur Adabola la fixa calmement. Continuité de quoi? Madame Noy hésita. De présence. Le mot resta suspendu dans l'air, exposé et insuffisant. Lorsque Nathaniel Kofi-Adu fut enfin invité à s'exprimer, il le fit calmement. J'assume l'entière responsabilité de la planification, dit-il. Aucune politique n'a été violée. Monsieur Adabola ne répondit pas immédiatement. Elle fit glisser un document sur la table à la place. Voici le rapport médical de Madame Sebug-Gwawo, dit-il. Épuisement sévère, effondrement induit par le stress. Cela s'est produit alors qu'elle était sous votre instruction directe. Nathaniel jeta un coup d'œil au papier, mais ne le prit pas. Je n'ai jamais voulu lui faire du mal, dit-il. Monsieur Adabola savait que l'intention n'était pas la même chose que l'impact. À l'extérieur de la salle du conseil, l'entreprise bourdonnait d'une anxiété contenue. Les gens sentaient que quelque chose de grave était en train de se produire. Les assistants chuchotaient. Les managers évitaient les regards. La question muette se transmettait d'étage en étage. Le PDG est-il enfin remis en question? À l'hôpital,
Joyce reçut une visite qu'elle n'attendait pas. Monsieur Adabola arriva seul, vêtu simplement, avec une attitude respectueuse. Il demanda la permission avant de s'asseoir. « Je voudrais entendre votre version, » dit-il doucement. « Avec vos propres mots. » Joyce prit une profonde inspiration. Elle ne dramatisa pas. Elle ne pleura pas. Elle parla comme elle avait appris à survivre. Clairement, prudemment, avec la retenue née d'une longue habitude. Elle décrivit les nuits, les consignes, le silence, la peur de perdre son emploi. La manière dont son corps l'avait lentement trahi. « Je lui ai demandé d'arrêter, » dit-elle. Plus d'une fois. Monsieur Adabola hocha la tête en prenant des notes. Et quelle a été sa réponse? Joyce soutint son regard. Il a dit qu'il ne pouvait pas. La simplicité de la réponse frappa plus fort que n'importe quelle accusation. Vous sentiez-vous libre de refuser? Demanda monsieur Adabola. Joyce ne répondit pas tout de suite. Non, dit-elle enfin. Je me sentais remplaçable. Monsieur Adabola referma calmement son carnet. C'est tout ce dont j'avais besoin, dit-il. À la fin de la semaine, le conseil prit une décision. Nathaniel Kofi Adu se retirerait temporairement des opérations quotidiennes. Pas comme une sanction, du moins pas officiellement, mais comme une mesure visant à garantir la stabilité organisationnelle pendant l'examen. Le langage était prudent. Les implications, elles, ne l'étaient pas. Lorsque Nathaniel reçut l'avis, il ne protesta pas. Il resta assis seul dans son bureau, les lumières vives, le silence pesant. Pour la première fois, le bâtiment lui parut étranger, non plus une extension de son contrôle, mais un lieu qu'on lui demandait de quitter. Il pensa à Joyce dans son lit d'hôpital, à sa voix calme, à la façon dont elle avait tracé une ligne sans crier. Il avait bâti des empires. Il avait déjoué des rivaux. Il avait survécu à des pertes qui auraient brisé des hommes moins forts. Et pourtant, c'était une femme de ménage, quelqu'un que le système lui avait appris à ne pas voir, qu'il avait finalement forcé à s'arrêter de fuir. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Nathaniel n'alla pas au bureau. Il resta assis dans son appartement, toutes les lumières rallumées, la ville vibrant en contrebas. Les souvenirs vinrent malgré tout. La peur aussi, mais il n'y avait plus personne pour la porter à sa place. À l'hôpital, Joyce sortit discrètement. Madame Béatrix Noya lui rendit visite une dernière fois, cette fois sans l'autorité dont elle s'était jusque-là entourée. « Vous serez placé en congé administratif », dit-elle. « Avec maintien de salaire. » Joyce hocha la tête. « Merci. » Il y eut un silence gêné. « Je n'ai pas bien géré les choses, » admit Madame Noy. « J'avais peur. » Joyce l'observa un instant. « Moi aussi, » répondit-elle. « La différence, c'est que je n'avais aucun pouvoir derrière lequel me cacher. » Madame Noy détourna le regard, la honte traversant son visage. L'entreprise publia une brève note interne reconnaissant des défaillances systémiques et promettant un réexamen des protections des employés, en particulier pour le personnel de nuit et les travailleurs à bas salaire. Aucun nom ne fut mentionné, mais tout le monde comprit. Dans les jours qui suivirent, Joyce rentra chez son père, le corps encore faible, mais la colonne vertébrale nouvellement solide. Les voisins chuchotaient en la voyant pendant la journée au lieu de la voir partir avant l'aube. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec un respect silencieux. Son père la surveillait attentivement pendant qu'elle se reposait. « Tu n'as pas disparu, » dit-il un après-midi. « C'est important. » Joyce esquissa un sourire. « J'ai failli, mais toi, tu ne l'as pas fait, » répondit-il. « Parce que tu as parlé. » À l'autre bout de la ville, Nathaniel rencontra le docteur Lindawe Kumalo pour la première fois depuis des années. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une formalité. Il s'assit en face d'elle, les mains jointes, les yeux fatigués. « J'ai utilisé l'endurance de quelqu'un d'autre comme béquille, » dit-il à voix basse. « Et quand elle s'est brisée, j'ai accusé l'obscurité. » Le docteur Kumalo écouta sans jugement. « De quoi avez-vous peur maintenant ?» demanda-t-elle. Nathaniel expira. De devoir affronter les nuits seule. Elle hocha la tête. C'est là que la guérison commence. Chez Kofiadu Global Holdings, l'équilibre du pouvoir avait changé. Pas dans un fracas, pas par vengeance, mais par la responsabilité. Et au centre de tout cela se tenait Joyce Sebuo, plus invisible, plus silencieuse. Son effondrement avait accompli ce que l'endurance n'avait jamais pu faire. Il avait forcé la vérité à sortir à la lumière.
Joyce Sebug-Gwawo n'avait jamais imaginé parler dans une salle de conseil. Elle en avait nettoyé beaucoup, poli les tables jusqu'à ce qu'elles reflètent les visages comme des miroirs, disposé les chaises en parfaite symétrie, effacé les empreintes des mains puissantes. Mais être assise à la table, invitée et non ordonnée, lui semblait irréel. La pièce sentait le même mélange de bois ciré, de café et d'autorité silencieuse, mais l'équilibre intérieur avait changé. Monsieur Samuel Adabola ouvrit la séance avec un calme mesuré. « Nous sommes ici pour entendre Madame Sebug-Gwawo, dit-il. Pas pour la contredire, pas pour l'interrompre, mais pour l'écouter. » Joyce hocha la tête. Ses mains reposaient à plat sur la table. Elle avait choisi une robe simple, repassée et modeste, comme celle qu'elle portait à l'église. Elle ne voulait pas être un spectacle. Elle voulait être elle-même. En face d'elle se trouvaient des membres du conseil, des ressources humaines, des conseillers juridiques. Madame Béatrix Noy était là aussi, les yeux baissés. Une chaise vide marquait l'absence de Nathaniel Kofi-Adu. Il n'avait pas été invité. « Prenez votre temps, madame », dit doucement Adabola. Joyce s'inspira. « J'ai travaillé pour cette entreprise parce que j'avais besoin de stabilité », commença-t-elle. Ma voix était stable, même si son cœur battait à tout rompre. J'étais reconnaissante pour ce travail. J'ai suivi les instructions. Je n'ai pas posé de questions. Elle fit une pause, laissant la vérité s'installer. Quand on m'a affecté à l'étage exécutif la nuit, j'ai supposé que c'était temporaire. J'ai supposé qu'il y avait un but lié à mon travail. Il n'y en avait pas. Elle décrivit simplement les nuits, comment on lui demandait de rester, de s'asseoir, de demeurer visible. Comment il n'y avait pas de tâche, seulement une présence. Comment les heures s'étiraient et le sommeil disparaissait. Elle parla de la peur de perdre son emploi, de la maladie de son père, du calcul qu'elle faisait chaque nuit entre survie et dignité. J'ai demandé que le planning change, dit-elle. J'ai demandé à être remplacée. J'ai demandé une explication. Elle leva alors les yeux, croisant ceux qui avaient le pouvoir de décider. On m'a dit de baisser la tête. Un murmure discret parcourut la salle, vite étouffé. Je veux être clair, poursuivit Joyce. Je n'ai pas été touchée. Je n'ai pas été menacée par des mots. Mais je n'étais pas libre. Elle avala sa salive. La liberté ne se résume pas à des portes verrouillées. Elle dépend aussi de la possibilité de dire non sans conséquence. Monsieur Adabola hocha lentement la tête. Joyce parla de l'effondrement, des vertiges, du bourdonnement dans ses oreilles au moment où son corps refusa de continuer ce que sa volonté lui imposait. Elle parla de son réveil à l'hôpital, du repos dont on lui avait dit qu'elle avait besoin et qu'on ne lui avait jamais permis de prendre. Quand les gens ont demandé pourquoi c'était arrivé, dit-elle, certains se sont demandé pourquoi je n'étais pas parti plus tôt. Elle soutint de nouveau leur regard, sans faiblir. Parce que partir coûte de l'argent. Partir coûte des médicaments. Partir coûte la sécurité. Pour des gens comme moi, rester est souvent l'option la moins dangereuse, jusqu'à ce que ce ne le soit plus. Le silence emplit la salle, dense et attentif. Je ne suis pas ici pour punir qui que ce soit, dit Joyce. Je suis ici parce que ce qui m'est arrivé pourrait arriver à quelqu'un d'autre, et la prochaine fois, la personne pourrait ne pas se réveiller à l'hôpital. Monsieur Adabola joignit les mains. Merci, Madame CCE-Gwawo. Les conseillers juridiques posèrent quelques questions de clarification. Joyce y répondit sans exagération. Les ressources humaines interrogèrent les mécanismes de signalement. Joyce expliqua comment les avertissements informels et les rapports de pouvoir rendaient toute plainte formelle impossible. Quand la séance prit fin, Joyce se leva sur des jambes encore incertaines. Elle fut escortée dans le couloir, non par précaution mais par courtoisie. Elle s'appuya contre le mur, respirant profondément. Madame Béatrix Noy s'approcha d'elle. « Je suis désolée, dit-elle à voix basse. » Les mots semblaient préparés, mais le tremblement en dessous était réel. J'ai choisi la sécurité plutôt que de faire ce qui était juste. Joyce hocha la tête. Je sais. Me pardonnerez-vous? Demanda Madame Noy après une hésitation. Joyce réfléchit. Je ne suis pas prête à pardonner, dit-elle honnêtement. Mais je suis prête à avancer. C'était plus que ce que Madame Noy attendait. La réponse du conseil fut rapide. Une annonce interne à toute l'entreprise déclara des changements immédiats. Rotation obligatoire pour les affectations de nuit, interdiction de toute présence non essentielle après les heures de travail,
canaux de signalement indépendants pour le personnel à bas salaire, et supervision externe des demandes exécutives affectant le bien-être des employés. Aucun nom ne fut prononcé publiquement, mais la responsabilité avait désormais une forme, et tout le monde la reconnaissait. On offrit à Joyce un choix, revenir dans un autre poste avec des horaires aménagés, ou accepter une indemnité de départ accompagnée d'un soutien pour trouver un nouvel emploi. Il n'y avait aucune pression, aucune échéance imposée. Elle demanda du temps. Ce soir-là, elle reçut un message qu'elle attendait. « Puis-je vous parler ? Nathaniel. » Joyce le lut 2 fois. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle rentra chez elle, prépara du thé, s'assit près de son père tandis que le soleil déclinait. Il l'écouta raconter la réunion, les changements, le choix qui s'offrait à elle. « Tu as parlé, dit-il doucement, et la pièce sembla l'écouter aussi. Je suis fatigué, admit Joyce. Il hocha la tête. Alors choisit le repos. Plus tard dans la nuit, elle répondit à Nathaniel. Nous pouvons parler en présence d'un médiateur. La rencontre eut lieu 2 jours plus tard, dans un bureau neutre aux parois de verre et à la lumière douce. Le docteur Lindway Khumalo était assis entre eux, posture ouverte, voix calme. Nathaniel paraissait différent, moins cuirassé, plus à découvert. Je suis désolé, dit-il immédiatement. Pas de la façon dont on le dit quand on a peur des conséquences. Je suis désolé parce que j'ai pris ce qui ne m'appartenait pas. Joyce écouta. Elle ne hocha pas la tête. Elle ne l'interrompit pas. J'ai utilisé ta présence pour éviter mon propre travail, poursuivit-il. Je me suis dit que je ne te faisais pas de mal parce que je n'étais pas violent. C'était un mensonge. Joyce sentit le poids de ses mots. Je suis contente que tu puisses le dire, répondit-elle. Mais le dire n'annule pas ce qui s'est passé. Je sais, dit Nathaniel. Je ne demande pas le pardon. Je demande à rendre des comptes. Il expliqua sa décision de se retirer complètement afin de s'engager dans un traitement sans condition et d'accepter la supervision du conseil. Il proposa une réparation, non comme une monnaie d'échange, mais comme une reconnaissance. Joyce l'observa, puis se tourna vers le docteur Khumalo. Je ne veux pas que ma vie soit liée à sa guérison, dit-elle. Je veux de la distance. Le docteur Khumalo hocha la tête. C'est raisonnable. La réunion se termina sans réconciliation, sans promesse de rédemption, et cela suffisait. Joyce choisit de ne pas retourner dans l'entreprise. Elle accepta l'indemnité de départ et l'accompagnement proposé, s'inscrivit à une courte formation certifiante en gestion des installations mieux rémunérée et avec des horaires stables. Les nuits lui appartenaient enfin. Lors de son dernier jour dans le centre-ville, elle passa devant l'immeuble de verre sans lever les yeux. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait parlé. Le système avait bougé. Et même si la route devant elle restait incertaine, une chose était claire. Sa voix avait du poids et elle avait changé bien plus que sa propre vie. Nathaniel Kofiadu quitta l'immeuble sans cérémonie. Pas de mail d'adieu, pas de communiqué soigneusement rédigé au personnel, pas de photo le montrant serrant des mains au conseil. Son départ fut discret. Des cartons portés après les heures de bureau, des badges désactivés, des assistants réaffectés. Au matin, son bureau était vide, ses parois de verre reflétant une entreprise qui ne tournait plus autour de lui. Pendant des années, Nathaniel avait cru que se retirer ressemblerait à un échec. À la place, cela ressemblait à une mise à nu. Il loua un petit appartement en périphérie de la ville, loin de la ligne d'horizon qu'il avait autrefois rassurée. La première nuit, il alluma toutes les lumières et les laissa allumées. Il s'assit sur le bord du lit, chaussures encore aux pieds, écoutant les sons inconnus de la vie ordinaire. Des télévisions chez les voisins, des rires lointains, un chien qui aboyait quelque part dans la rue. Quand l'obscurité pressa au bord de sa vision, il n'appela personne. Il respira. Les séances avec le docteur Linda Khumalo commencèrent 2 fois par semaine. Il n'y avait pas de raccourcis, pas de mise en scène, pas de titres impressionnants qui comptaient dans cette pièce. Nathaniel parla d'abord avec hésitation, tournant autour de sa perte comme on tourne autour d'une blessure trop sensible pour être touché. Le docteur Khumalo posa des questions qui ne le flattaient pas. « Qu'est-ce que le contrôle t'apportait » demanda-t-elle. « Un délai » répondit-il après un long silence. « Du temps. Du temps contre quoi ? Contre le souvenir. » Ils parlèrent du deuil, non comme d'un événement unique, mais comme d'un paysage qu'il avait évité de traverser. De la peur, non comme d'une faiblesse, mais comme d'une compagne ignorée qui avait guidé ses décisions.
Du pouvoir, non comme d'une protection, mais comme d'un outil qu'il avait mal utilisé pour faire taire sa propre terreur. Tu n'as pas choisi d'être traumatisé, dit le docteur Khumalo un après-midi. Mais j'ai choisi comment y faire face, répondit Nathaniel en hochant la tête. Et j'ai choisi la mauvaise voie. Dans une autre partie de la ville, la vie de Joyce Sebug-Gwawo changeait de manière plus silencieuse. La formation l'a mis au défi d'une façon inattendue. Elle étudia les systèmes des bâtiments, les protocoles de sécurité, les logiciels de planification qu'elle côtoyait depuis des années sans reconnaissance officielle. La classe était petite, les horaires prévisibles. Elle dormit toute la nuit pour la première fois depuis des mois. Parfois, elle se réveillait avant l'aube par habitude, le corps tendu, prêt à obéir à un ordre qui ne venait jamais. Elle restait immobile, écoutait le silence, puis se rendormait. Son père remarqua la différence. « Tu respires autrement ?» dit-il un soir pendant le dîner. Joyce sourit. « Je crois que mon corps apprend qu'il a le droit de se reposer. » La nouvelle des changements dans l'entreprise se propagea au-delà de ses murs. D'autres sociétés prirent note. Les politiques de travail de nuit furent révisées. Les lignes de signalement anonymes renforcées. Rien de tout cela ne fut publiquement attribué à Joyce, mais elle en sentit l'onde lorsque d'anciens collègues lui envoyèrent des messages discrets. « Merci d'avoir parlé », écrivit l'un. « Ils ont changé nos horaires », dit un autre. « Je ne savais pas qu'on avait le droit de dire non. » Joyce lut ces messages lentement, les accueillant sans les laisser peser sur elle. Elle n'avait pas parlé pour devenir un symbole. Elle avait parlé pour survivre. Si sa survie ouvrait de l'espace pour d'autres, elle l'acceptait, mais sans en faire un nouveau fardeau. Les journées de Nathaniel s'installèrent dans une routine qui ne dépendait plus de l'évitement. Il apprit des techniques d'ancrage. Il s'entraîna à rester dans des pièces faiblement éclairées avec une seule lampe au lieu d'une lumière totale. Il laissa les souvenirs remonter pas tous à la fois, pas sans soutien, mais honnêtement. Certaines nuits étaient plus difficiles que d'autres. Les pires, il faisait les 100 pas, comptait ses respirations, écrivait jusqu'à ce que sa main se crispe. Il écrivit des lettres qu'il n'envoya pas, à Habana, à Kojo, à la version de lui-même qui croyait que le contrôle était une forme de soin. Il en écrivit aussi une à Joyce. Il la réécrivit plusieurs fois. Finalement, il la garda brève. Je fais le travail que j'évitais. Je ne demande pas le pardon. Je voulais que tu saches que ta limite comptait. Il n'attendait pas de réponse. Quand Joyce reçut la lettre des semaines plus tard, elle la lut une fois et la rangea dans un tiroir. Elle ne ressentit ni colère ni soulagement. Elle ressentit quelque chose de plus discret, une forme d'achèvement. Le conseil finalisa ses décisions. La démission de Nathaniel fut acceptée. Un successeur fut nommé. Le discours public de l'entreprise parla de renouveau et de garde-fous, non de scandale. En interne, les changements tinrent. Des auditeurs externes furent engagés. Les formations devinrent obligatoires. Le système avait appris, lentement, imparfaitement, mais il avait appris. Un après-midi, Joyce assista à une petite cérémonie dans son centre de formation. Les certificats furent remis. Des photos furent prises. Quand son nom fut appelé, elle s'avança, droite et posée. Plus tard, en rentrant chez elle, elle passa près d'un groupe de femmes attendant un bus. L'une d'elles la reconnut. « Vous êtes Joyce ?» dit-elle timidement. « De l'entreprise. » Joyce hocha la tête. « Je voulais juste dire, » continua la femme en baissant la voix. « À cause de ce qui s'est passé, ils m'ont retiré des nuits. Je peux revoir mes enfants. » Joyce sentit sa poitrine se serrer. « Je suis contente, » dit-elle simplement. Ce soir-là, Nathaniel était assis dans son appartement avec une seule lampe allumée. Les ombres étaient là, mais elles ne régnaient plus sur la pièce. Il ouvrit son carnet et écrivit ce que le docteur Khumalo lui demandait chaque semaine. « Que ai-je appris aujourd'hui ?» Il écrivit que la peur n'excuse pas le mal, que la responsabilité n'est pas une punition, qu'il est capable de changer s'il cesse de déléguer sa douleur aux autres. Il referma le carnet et resta assis en silence. Ailleurs, Joyce se préparait à dormir sans appréhension. Elle vérifia les portes, éteignit les lumières et s'allongea. L'obscurité vint, avec les souvenirs, mais ils ne l'emprisonnèrent pas. De manière différente, ils apprenaient tous deux la même leçon. Guérir ne signifiait pas oublier. Cela signifiait refuser de répéter le mal. Et pour la première fois depuis que leur vie s'était croisée dans cette tour de verre,
Joyce Sébugu et Nathaniel Kofiadu avançaient pas ensemble, pas réconciliés, mais honnêtes. Et pour l'instant, cela suffisait. La justice n'arriva pas avec des applaudissements. Elle arriva sous forme de documents, de politiques, de réunions interminables et de décisions irréversibles une fois signées. Elle arriva sans gros titre, sans nommer Joyce Sébugu, et sans règlement de compte public qui aurait satisfait le goût du spectacle. Mais elle arriva malgré tout, solide, procédurale et durable. Chez Kofiadu Global Holdings, les changements se figèrent en pratique. Les affectations de nuit ne furent plus discrétionnaires. Toute présence après les heures de travail nécessitait une justification écrite, examinée par un comité indépendant. Des règles de présence à deux furent imposées pour les services tardifs. Les journaux de sécurité furent audités chaque semaine. Les circuits de signalement des ressources humaines furent reconstruits afin que les agents d'entretien, les gardes et le personnel junior puissent s'adresser à quelqu'un en dehors de leur chaîne hiérarchique. Les sessions de formation devinrent obligatoires. Pas le genre de formation que l'on traverse en somnolant, mais des ateliers encadrés par des spécialistes externes qui parlaient franchement du pouvoir, du consentement et de la coercition. Ils utilisaient des scénarios réels. Ils nommaient les vérités inconfortables que la plupart des entreprises préféraient éviter. Certains dirigeants résistèrent discrètement, d'autres ouvertement. C'est excessif, se plaignit un cadre supérieur lors d'une réunion à huis clos. Nous punissons la direction pour des problèmes personnels. Monsieur Samuel Adabola n'éleva pas la voix. Il répondit simplement. Nous corrigeons un système qui a permis à des problèmes personnels de devenir un préjudice organisationnel. La distinction était importante. Le Conseil approuva la création d'un rôle permanent de supervision. Un bureau d'ombudsman doté de l'autorité nécessaire pour enquêter sur toute demande imposant une charge indue aux employés vulnérables. Ce bureau était indépendant et rendait compte directement au conseil d'administration, et non à la direction. Le système avait appris lentement, mais de façon décisive. Joyce observait ces évolutions à distance. Ses journées étaient désormais remplies de cours, d'évaluations pratiques et de la satisfaction nouvelle d'apprendre des compétences qui élargissaient ses options au lieu de les restreindre. Elle entrait dans les bâtiments en tant que stagiaire superviseur des installations, et non comme quelqu'un destiné à passer inaperçu. Les gens lui posaient des questions, écoutaient ses réponses. Pourtant, les échos du passé n'avaient pas disparu. Un après-midi, lors d'une visite de site, un superviseur suggéra avec désinvolture qu'elle reste tard, juste pour être sûre. La phrase la frappa comme une rafale d'air glacé. Joyce sentit son corps se tendre instinctivement. Elle inspira. « Je ne peux pas, » dit-elle calmement. Et il n'y a aucune nécessité opérationnelle. Le superviseur cligna des yeux, surpris, puis hocha la tête. « Vous avez raison. On va reprogrammer. » Joyce s'éloigna, le dos droit, une victoire silencieuse se déposant dans sa poitrine. Elle apprenait que la justice ne concernait pas seulement ce qui était arrivé à Nathaniel Kofiadu. Elle concernait l'espace qui s'ouvrait lorsqu'une personne disait non et était entendue. Nathaniel observait les changements depuis la marge. Il n'intervenait pas. Il ne faisait pas de lobbying. Il ne cherchait pas à influencer le récit. L'entreprise ne lui appartenait plus à façonner. Et cela aussi faisait partie du règlement de compte. Sa thérapie s'approfondit. La docteure Lindowe Kumalo le guida à travers des expositions qu'il aurait autrefois évitées. Tamiser progressivement les lumières, rester seul pendant les premières heures de la nuit, laisser les souvenirs remonter sans leur échapper. Certaines séances se terminaient par un épuisement total, les mains tremblantes, les yeux rougis. Le progrès n'a pas l'air impressionnant, lui rappelait-elle. Il a l'air constant. Il apprit à mesurer le succès autrement, non par la domination ou le contrôle, mais par la retenue. Une nuit particulièrement difficile, il faillit attraper son téléphone. L'impulsion était vive, familière. Pendant un instant, l'ancienne logique surgit, un appel rendrait tout cela plus facile. Il reposa le téléphone. Le lendemain matin, il écrivit dans son carnet. « J'ai ressenti l'envie. Je n'y ai pas cédé. » La phrase semblait petite sur la page. En réalité, elle était immense. Publiquement, l'absence de Nathaniel suscita des spéculations. Des analystes se demandaient s'il réapparaîtrait ailleurs, s'il lancerait une nouvelle entreprise, s'il retrouverait de l'influence. Il refusa les interviews.
Il déclina les offres assorties de conditions qu'il ne pouvait accepter. « Je ne suis pas prêt à diriger », dit-il franchement à un investisseur. « Et je ne ferai pas semblant du contraire. » Cette honnêteté ferma des portes. Elle en ouvrit aussi d'autres. Joyce termina sa certification avec mention. Une entreprise de gestion des installations de taille moyenne lui proposa un poste de supervision avec des horaires clairs, des politiques transparentes et une équipe comprenant d'autres femmes ayant appris à évoluer dans des environnements dominés par les hommes sans s'excuser. Le premier jour, elle s'adressa brièvement à son équipe. « J'attends du professionnalisme, dit-elle. Et j'attends du respect. Si quelqu'un se sent en danger ou sous pression, vous venez me voir. On règle ça ensemble. » Ils acquiescèrent, non par crainte, mais par reconnaissance. Quelques semaines plus tard, Joyce fut invitée à contribuer anonymement à une table ronde sur les protections du travail de nuit. Elle accepta à une condition, que l'accent reste mis sur les systèmes, pas sur les histoires. Les histoires comptent, dit-elle à l'organisateur. Mais ce sont les systèmes qui protègent les gens une fois que l'histoire est terminée. Sa contribution façonna un projet de cadre adopté par plusieurs entreprises. Son nom n'y fut jamais associé publiquement. Cela lui convenait. La justice sans vengeance était plus silencieuse qu'elle ne l'avait imaginé. Elle ne nécessitait pas de détruire un homme pour prouver un point. Elle exigeait de lui retirer sa capacité de nuire et de construire quelque chose de meilleur à la place. Un soir, alors que Joyce rentrait chez elle sous des lampadaires qui ne lui semblaient plus menaçants, elle s'arrêta pour regarder le ciel s'assombrir. La nuit arriva doucement, sans ordre ni conséquence. Elle resta là, sans peur. De l'autre côté de la ville, Nathaniel était assis dans une pièce éclairée par une seule lampe. Les ombres étaient présentes, mais elles ne le dominaient plus. Il respirait à travers les souvenirs de pluie, de métal, de perte, et restait là. Tous deux vivaient avec les conséquences de la même vérité. Le pouvoir sans responsabilité corrompt tout ce qu'il touche. La responsabilité, lorsqu'elle est appliquée sans cruauté, peut guérir plus qu'elle ne brise. La justice n'était pas venue comme une punition. Elle était venue sous forme de structure. Et une fois en place, cette structure avait créé l'espace nécessaire pour que des vies continuent, changées, assagies, et enfin libres. La nuit n'appartenait plus à personne. Pour Joyce Sebug-Gwawo, cette réalisation arriva discrètement, sans cérémonie, un soir ordinaire. Elle avait terminé le dîner, lavé la vaisselle et vérifié son père, déjà endormi, sa respiration lente et régulière. La maison était sombre, éclairée seulement par une petite lampe près de la fenêtre. Dehors, Kampala suivait son rythme habituel. Des motos qui passaient, des voix lointaines, le bourdonnement de la vie qui continuait. Joyce resta immobile un instant, à écouter. Il n'y avait aucune tension dans ses épaules, aucun compte à rebours instinctif dans sa poitrine, aucune attente d'un message, d'un ordre, d'une convocation qui la replongerait dans la peur de quelqu'un d'autre. Elle éteignit la lampe et alla dans sa chambre. L'obscurité arriva et resta, et il ne se passa rien. Elle s'allongea sur son lit, les yeux ouverts au début, laissant le silence s'installer. Pendant des mois, l'obscurité avait signifié vigilance. Être vue, être requise, être piégée. À présent, ce n'était que la nuit, une frontière entre les jours, un endroit où le repos était permis. Joyce ferma les yeux et s'endormit. Dans les semaines qui suivirent, sa vie continua de s'élargir de manière discrète. Son nouveau rôle la mettait au défi sans la consumeur. Elle apprit à déléguer, à poser des limites, à exiger le respect des politiques même lorsque c'était contraignant. Un après-midi, une jeune employée s'approcha d'elle avec hésitation. « Madame Joyce, dit-elle, c'est vrai? On n'est pas obligé de rester tard s'il n'y a pas de demande écrite? » « Oui, » répondit Joyce sans hésiter. « C'est vrai. » Les épaules de la jeune femme se détendirent visiblement. « Merci. » Joyce la regarda s'éloigner et ressentit une satisfaction silencieuse s'installer en elle. Ce n'était ni de la fierté ni un triomphe, mais un alignement. Elle n'était pas devenue puissante au sens habituel du monde. Elle était devenue claire, et cette clarté, elle l'apprenait, était une forme de force en soi. Les journées de Nathaniel Kofiadu suivaient désormais un autre rythme. Il se levait toujours tôt, une habitude trop profondément ancrée pour disparaître vite. Il faisait de l'exercice, préparait des repas simples,
suivait sa thérapie et faisait du bénévolat 2 fois par semaine dans une petite fondation soutenant les familles touchées par des accidents de la route. Il ne parlait pas de lui-même là-bas. Il écoutait. Parfois, le chagrin surgissait sans prévenir. Certaines nuits étaient plus difficiles que d'autres, mais il ne cherchait plus à les fuir. Un soir, la docteure Linda Khumalo lui posa une question qu'elle gardait depuis un moment. « Si vous pouviez parler à Joyce maintenant, que lui diriez-vous » Nathaniel réfléchit attentivement. « Je dirais, » répondit-il lentement, « qu'elle ne m'a pas sauvé. Et qu'elle n'était pas censée le faire. » La docteure Khumalo hocha la tête. « Et qu'a-t-elle fait ?»« Elle m'a montré le coup du fait de m'éviter moi-même, dit-il, et la limite de mon sentiment de droit. » Cette réponse comptait plus qu'une excuse. Nathaniel ne cherchait pas la réconciliation. Il comprenait désormais que la clôture n'était pas quelque chose qu'il pouvait demander à quelqu'un qui l'avait blessé. La clôture était un travail qu'il devait accomplir seul. À l'anniversaire de la mort d'Abena et de Kojo, il se rendit sur la côte où ils avaient autrefois passé des vacances ensemble. Il se tint au bord de l'eau, le vent fort, l'horizon immense. Il n'essaya pas de contrôler le souvenir. Il le laissa le traverser, douloureux et intact. Il resta jusqu'au coucher du soleil. De retour à Kampala, Joyce assista à la cérémonie de remise de diplôme de sa certification, des mois après l'épreuve qui avait failli la briser. Son père était assis au premier rang, les mains serrées, la fierté brillant dans ses yeux. Lorsque son nom fut appelé, il se leva malgré l'effort que cela lui coûtait. Joyce le vit et sourit. Plus tard dans la soirée, elle prépara un petit repas pour célébrer. Ils mangèrent ensemble, rirent doucement et parlèrent de choses ordinaires. Les voisins, le temps, les projets pour l'année à venir. À un moment, son père la regarda pensivement. « Tu n'as pas laissé l'amertume s'installer en toi, » dit-il. Joyce fit une pause. « Je ne voulais pas porter plus que ce que j'avais déjà. »« Ça, » dit-il doucement, « c'est de la sagesse. » La ville continua d'avancer. Cofiadu Global Holdings s'installa dans sa nouvelle direction. Les systèmes que l'affaire de Joyce avait contribué à remodeler restèrent en place. D'autres entreprises suivirent, non par peur d'un scandale, mais par reconnaissance du fait que les anciennes méthodes avaient des coûts cachés. Aucune statue ne fut érigée. Aucun prix ne fut décerné. Mais moins de personnes restaient tares sans raison. Moins de personnes étaient contraintes à endurer en silence. Moins de nuits étaient volées. Joyce ne croisa jamais de nouveau Nathaniel. Parfois, elle pensait à lui, non avec colère, non avec nostalgie, mais avec une conscience distante. Leur vie s'était croisée au moment d'une rupture, puis avait divergé. Cela suffisait. Un soir, alors que Joyce rentrait chez elle sous un ciel lourd d'étoiles, elle comprit quelque chose qui la surprit, elle n'attendait plus. Plus la justice, plus une excuse pour tout guérir, plus qu'un autre change pour qu'elle se sente entière. Elle avait construit une vie où ses limites n'étaient pas négociables, où son repos n'était pas conditionnel, où sa présence était choisie, et non exigée. Elle comprenait maintenant que c'était la forme la plus vraie de guérison. De l'autre côté de la ville, dans une pièce tranquille éclairée par une seule lampe, Nathaniel écrivit une dernière phrase dans son carnet avant de le refermer pour la nuit. « Le pouvoir ne me donne pas le droit au confort aux dépens d'autrui. Si j'ai peur, c'est ma responsabilité d'y faire face. » Il éteignit la lumière. L'obscurité arriva, et il resta. Deux vies autrefois liées par la peur et le déséquilibre avançaient désormais sur des chemins séparés, chacune transformée, responsable, libre d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. La justice n'avait pas crié, elle s'était installée, et dans cette installation, la guérison avait trouvé l'espace pour grandir. L'histoire de Joyce Sebug-Gwawo nous rappelle que le préjudice ne vient pas toujours avec des poings levés ou des blessures visibles. Parfois, il arrive silencieusement, enveloppé d'autorité, de routine et de silence. Il se cache derrière des phrases comme « Contente-toi de rester, c'est comme ça que ça se fait » ou « Tu n'as pas le choix ». Et pour ceux qui n'ont pas de pouvoir, le silence peut sembler plus sûr que la vérité, jusqu'à ce que le corps, l'esprit ou l'âme ne puissent plus supporter. La force de Joyce n'était pas bruyante. Elle n'a pas pris d'assaut des bureaux ni exigé vengeance. Elle a fait quelque chose de bien plus difficile. Elle a nommé ce qui se passait, même quand le système était fait pour douter d'elle. Elle nous a montré que la dignité ne consiste pas à gagner contre quelqu'un, mais à refuser de disparaître pour son confort.
Son courage nous enseigne que dire non n'est pas égoïste et que poser des limites n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. Le parcours de Nathaniel, en revanche, révèle une autre vérité. La douleur n'excuse pas le préjudice. Le traumatisme, aussi profond soit-il, ne donne à personne le droit d'utiliser une autre personne comme bouclier contre sa propre peur. La guérison ne commence que lorsque la responsabilité remplace le sentiment de droit. Pas lorsque les excuses sont perfectionnées, mais lorsque l'évitement cesse. La véritable responsabilité ne consiste pas à être détruit, mais à être transformé. Cette histoire n'est pas un conte de fées où tout se règle du jour au lendemain. Elle est plus proche de la vie réelle. La justice ne vient pas par la vengeance, mais par la structure. La guérison ne vient pas par l'oubli, mais par le choix de ne pas répéter le mal. Et l'espoir ne se trouve pas dans des victoires dramatiques, mais dans des résultats plus silencieux, des systèmes plus sûrs, des limites respectées et des protections qui appartiennent enfin à ceux qui les vivent. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour réfléchir. Dans votre propre vie, où vous a-t-on demandé d'endurer quelque chose qui, peu à peu, vous coûtait vous-même? Et où le fait de parler avec soin et sincérité pourrait-il commencer à changer cela? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre voix compte, et quelqu'un qui lit vos mots pourrait en avoir plus besoin que vous ne le pensez. Et si les histoires de justice, de guérison et de dignité humaine résonnent en vous, abonnez-vous à cette chaîne et restez avec nous. D'autres histoires arrivent. Des histoires qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls et que le changement, même silencieux, est toujours possible.